Bonjour à tous, vous êtes sur la Gazette de l'Abîme et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter un format que j'avais pas pratiqué depuis un petit moment. En fait, je crois que je ne l'ai pratiqué qu'une seule fois, c'est le fait de faire venir sur la chaîne quelqu'un pour l'interviewer au sujet de son expérience psychédélique. En l'occurrence, j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui une personne qui n'est autre que Dora Muto. Dora Muto, c'est une auteure, une journaliste, une militante féministe. Elle est à l'origine d'un premier livre dans lequel elle parle de sa maladie intestinale qui s'appelle le SIBO, mais elle a également créé une page Instagram qui s'appelle Tajoui, dans laquelle elle relate les diverses problématiques que peuvent rencontrer les femmes d'aujourd'hui dans leur sexualité. Et il se trouve que Dora, il y a quelques années, elle est partie pendant un mois en Amazonie au contact de la tribu des Shipibo afin d'y faire l'expérience, entre autres plantes, de l'ayahuasca. Elle a accepté de témoigner à visage découvert de cette expérience, ce qui n'est pas sans courage, il faut bien le reconnaître, puisque la plupart des contenus français qui parlent des psychédéliques se font généralement à visage couvert, et je trouve ça un petit peu dommage puisque ça dessert la cause, faisant passer les gens qui ont eu cette expérience pour des délinquants, pour des gens qui devraient avoir honte de cette expérience. Ce n'est pas son cas, elle accepte de venir en parler sur la Gazette de l'Abîme, et donc sans plus de cérémonie, je vous laisse avec Dora Muto et moi-même pour un petit entretien. Ah si, excusez-moi, je vous lance la vidéo, mais juste un petit disclaimer. Ça fait un an à peu près que je travaille sur les vidéos de la Gazette de l'Abîme et pour le moment je le fais avec le cœur et je le fais autant que mes ressources financières le permettent. Et ça ne durera malheureusement pas éternellement si je ne trouve pas un moyen de financer ces vidéos. Et c'est pour ça que je vous propose, si vous en trouvez l'utilité, eh bien de participer à l'existence de ces vidéos en me finançant sur Tipeee. Vous pouvez m'envoyer la donation de votre choix, aussi infime soit-elle, elle me sera forcément nécessaire. Et à ce sujet-là, je m'engage d'ailleurs dans les mois, dans les semaines qui viennent, à proposer à ceux qui passent un certain seuil de contribution de leur offrir une contrepartie qui est un petit peu surprise pour le moment, mais qui à mon avis pourra être assez cool. Pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas contribuer financièrement, eh bien vous pouvez continuer à vous abonner, à liker mes vidéos, à les commenter, à les partager, et c'est au moins aussi important, c'est aussi cool, et c'est tout aussi encourageant. Donc pour toutes ces contributions, qu'elles soient financières ou juste émotionnelles, eh bien je vous en remercie. Et sans plus de cérémonie, cette fois-ci, je vous laisse vraiment avec Dora Muto et moi-même. Salut! Bon bah salut Dora. Salut. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien sur ma chaîne. Donc, tu es sur la Gazette de l'Abîme et c'est une chaîne YouTube qui a pour spécificité de parler des psychédéliques et des états de conscience altérés et de ce que ça peut amener comme réflexion sur le plan personnel, sur le plan psychologique et sur le plan social, on va dire. Ouais. Donc voilà, et je voulais t'interviewer parce que de par ta position de journaliste, d'auteur, d'influenceuse, je sais pas si on peut le dire, ouais, on d'une peut dire certaine ça, façon, et d'activiste féministe en fait, ouais. ces éléments-là associés au fait que tu as eu une expérience de l'ayahuasca dont tu as déjà parlé plusieurs fois, me semblaient intéressants dans le contexte social dans lequel on se trouve. Si tu es d'accord, est-ce que tu accepterais de nous parler de ton expérience de l'ayahuasca? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, en fait, moi, je connaissais encore rien du tout à l'ayahuasca il y a à peu près 3 ans. J'en avais entendu pas mal parler parce que j'ai une de mes très, très proches amies qui s'est mise à travailler pour une ONG qui s'appelle l'Institut Shaikuni au Pérou, et c'est une ONG qui travaille avec un endroit qui s'appelle the Temple of Light, et qui est un lieu à Iquitos au Pérou où on fait des cérémonies ayahuasca. Et donc elle, en travaillant pour cette ONG au Pérou, elle avait accès à ces cérémonies ayahuasca relativement régulièrement, et ça l'avait littéralement changé. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'écologie lui tenait extrêmement à cœur lorsque c'était plutôt quelqu'un de la mode qui n'était pas à la base hyper porté là-dessus. Elle a eu un véritable éveil spirituel. Et ça m'avait un peu questionnée. Donc, j'avais commencé à regarder plein de vidéos sur YouTube, mais je me disais, ça avait l'air flippant. Moi et tout ce qui était de l'ordre des psychédéliques, je mettais ça dans la case drogue, attention,
pas bien pour les gens délinquants. Voilà, c'était dans cette petite case là dans ma tête. Et puis, en fait, il y a eu une sorte de hasard de la vie. C'est-à-dire que j'ai rangé ça dans un coin de ma tête. J'en avais même parlé à ma mère. Parce que vu que, en fait, j'ai une maladie chronique des intestins et que j'ai écrit un livre sur ce sujet qui s'appelait La fleur de paix, j'ai fait un docu, etc. Et que j'ai été un peu au bout de la démarche, il y a un moment où la question des traumas qui peuvent activer ce type de maladie se pose. Et donc, l'ayahuasca, dans ce contexte, m'intéressait déjà. J'avais entendu pas mal de gens qui avaient des maladies chroniques qui disaient qu'il y avait une amélioration ou bien un débloquement de quelque chose qui se serait passé dans leur vie qui aurait, débloqué la maladie. Enfin, on serait remonté à la source du problème. Donc, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas? Mais en fait, j'arrivais pas à sauter le pas. Je me disais, qu'est-ce que je vais aller faire dans le fin fond de la forêt au Pérou toute seule? Bon, allez, hop, on oublie cette option. Et puis, il y a un moment où, en fait, vu que je parlais énormément en ligne de mes problèmes de santé, un beau jour, il y a un mec qui me contacte sur Facebook et qui me dit « Salut Dora, je sais pas si tu te rappelles de moi, c'est un mec que je connaissais il y a 10 ans. Je me forme au chamanisme amazonien depuis plusieurs années et je pense que ça pourrait t'aider pour tes problèmes de santé. » Donc, vu que j'avais déjà ça dans le fin fond de ma tête, évidemment, là, j'ai vite dit « Vas-y, appelle-moi, on en discute. » Et donc, je me suis mis à parler avec ce mec qui se formait depuis des années en faisant ce qu'on appelle des diètes au Pérou. Et il y a eu une histoire d'amour entre moi et ce mec. Et donc, c'est un peu comme ça que j'ai atterri au Pérou. C'est-à-dire que vu que lui, il se formait là-bas, en fait, il y a un moment, il m'a dit, allez, viens. Et je me suis dit, c'est un peu le truc parfait parce que j'y vais à la fois par amour pour quelqu'un qui est complètement dans cette culture-là. Et puis, en même temps, c'est l'occasion d'essayer de me soigner, en fait. Pour moi, le but, c'était vraiment de me dire, OK, est-ce que finalement, cette culture amazonienne, cette médecine de l'Amazonie a des réponses à mon problème de santé? Donc, c'était ça la démarche de base. D'accord, ok. Et est-ce que tu peux spécifier pour les gens qui savent peut-être pas de quoi tu parles, en fait, quand tu dis ce qu'on appelle une diète, en fait, qu'est-ce que tu appelles la diète? Alors, en fait, une diète, quand quelqu'un se forme en tant que... quand on veut devenir chaman dans la tradition amazonienne, en fait, on va apprendre directement des plantes. Au lieu d'aller à l'université, comme on irait ici chez nous, où tu as des humains qui te disent « Salut, pour soigner le foie, il faut faire ceci, cela ». Là, en fait, l'idée, c'est que les premières enseignantes sont les plantes. Alors, ça peut sembler complètement lunaire d'un point de vue occidental, mais les plantes pourraient, dans cette idéologie-là, nous parler. Et c'est-à-dire que ce sont les plantes qui nous expliqueraient comment nous soigner nous-mêmes et soigner les autres. Et donc, un chaman, c'est celui, entre guillemets, qui sait écouter les plantes. Comment il écoute les plantes? Donc, pour écouter les plantes, il faut se mettre dans un certain état d'isolation. Donc, c'est-à-dire qu'à la fois, il faut complètement s'isoler pendant plusieurs mois dans ce qu'on appelle un tambo, qui est comme une petite cabane qui va être située dans la forêt. Et dans cette petite cabane en isolation, on va se mettre dans un état de méditation relativement profond où on va prendre les plantes un certain nombre de fois par jour. C'est-à-dire que littéralement, quand on veut connaître une plante, disons que vous avez envie de connaître le chêne, je dis n'importe quoi, vous avez envie de connaître le chêne et spirituellement, vous vous demandez qui est le chêne? Est-ce que le chêne a une personnalité? Est-ce que le chêne est capable de soigner? Et alors, est-ce que ce sont les bourgeons du chêne? Est-ce que c'est l'écorce du chêne qui guérit? Quelles sont les possibilités du chêne en termes de guérison à un niveau à la fois physique et spirituel et émotionnel? Donc, ce qu'on va faire, c'est que si on veut faire une diète du chêne, on va s'isoler et puis on va prendre un peu d'écorce du chêne, on va prendre un peu de bourgeons du chêne, on va prendre un peu de feuilles du chêne et on va faire des mixtures. Alors, ça peut être... Ça dépend, généralement, le chaman au-dessus de toi t'indique ce qu'il faut faire avec la plante. Donc, est-ce qu'il faut la bouillir? Est-ce qu'il faut la mettre dans l'eau? Est-ce que c'est une infusion? Enfin, voilà, bref. Donc, en fait, tu vas prendre comme ça cette plante, tu vas la consommer un certain nombre de fois par jour. Et donc, en fait, en étant dans un état d'isolation, de méditation, mais aussi, en fait, tu vas manger très, très peu. Donc, il y a une sorte de jeûne, un véritable jeûne. Tu vas manger qu'une fois par jour dans des petites quantités, sans sucre, sans sel. T'as pas le droit de sexe non plus, donc bon, il y a tout un truc. Et peu à peu, tu vas te connecter à la plante et tu vas pouvoir
l'entendre. Alors, comme ça paraît un peu mystique, mais l'entendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu à peu, ta connexion déjà avec les humains, tu vas prendre de la distance. Et en fait, cette plante, elle va se révéler à toi à travers des pensées, mais aussi à travers ce que le peuple Shipibo appelle des icaros. Donc, ce sont des chants qui vont tout d'un coup, en fait, te venir. Tu vas sentir qu'il y a des chants qui te montent à la tête, des chants que tu créerais pas tout à fait tout seul, et tu vas comprendre que en fait, c'est cet arbre ou cette plante qui t'envoie les chants. Et donc aussi, dans le processus de diète, il y a évidemment ce qu'on appelle l'ayahuasca, qui est donc ce breuvage qui est un mix de deux plantes, qui est donc ce breuvage psychédélique où il y a de la DMT dedans. Et le but de prendre de l'ayahuasca, en fait, tu vas être en isolation et une fois par jour ou par semaine, ça dépend des gens, tu vas prendre de l'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est la plante qui te connecte aux autres plantes. C'est-à-dire que c'est comme si cette plante-là te donnait accès un peu à d'autres mondes. Donc, à la fois, tu vas choisir une plante ou deux que tu vas diéter, donc tu vas être en isolation avec elle. Et en même temps, pour plus facilement te connecter à ces plantes-là, tu vas prendre ce breuvage ayahuasca qui va te permettre vraiment, en fait, d'accéder à une sorte de connexion plus rapide avec ces plantes-là, parce qu'on dit que l'ayahuasca, c'est un peu la plante mère ou le breuvage mère. Donc, il faut imaginer un peu un système qui est, pour nous, un peu étrange, mais c'est-à-dire qu'il y aurait Dieu, il y aurait ensuite l'ayahuasca, ensuite il y aurait le tabac, et ensuite il y aurait toutes les autres plantes dites maîtresses, et après il y aurait encore d'autres plantes en dessous. Donc, c'est une sorte de hiérarchie des esprits des plantes. Et donc, pour avoir accès à toutes les plantes, il faut déjà connecter avec la plante mère. Donc voilà. Et donc, un bon chaman, c'est un chaman qui s'est connecté avec de nombreuses plantes. Donc, c'est-à-dire qu'il a de nombreuses plantes alliées. Donc, c'est vraiment le processus d'une vie, quoi. Quand il y en a qui disent qu'ils sont chamans en 2 minutes 50, faut pas les croire. Parce que faut diéter une première plante, une deuxième plante, une troisième plante, et ça prend des mois et des mois et des mois. Donc c'est vraiment c'est un chemin, quoi. Ok. Voilà ce que c'est une diète. Bah écoute, c'est très clair parce que c'était un point de vue que j'avais entendu parler, mais qui n'était pas forcément hyper clair jusqu'ici. Donc tu l'exprimes très bien et c'est très cool. Et je voudrais savoir en fait par rapport à ta propre expérience, est-ce que puisque tu es en train de parler du point de vue occidental, si tu veux, du fait que y a ce que tu exprimes qui peut sembler bizarre à l'esprit cartésien, à tendance matérialiste occidentale, dont tu es issu, a priori, duquel je suis issu aussi. Est-ce que cette expérience-là a eu l'effet justement de te faire reconsidérer ton point de vue en faveur de ce que tu viens d'exprimer? Je suppose que oui, mais en fait, je t'invite à le détailler. Et comment est-ce que ça s'est manifesté pour toi, quoi? Alors, ça a beaucoup révolutionné ma façon de voir, mais au début, ça a été extrêmement difficile. C'est-à-dire que donc j'arrivais donc dans ce centre qui est vraiment dans la forêt, quoi, en Amazonie. Et donc, c'est un endroit que je considère un peu comme un hôpital de la forêt, si on veut. C'est-à-dire que c'est vraiment un endroit où tu as des gens qui ont plein de maladies chroniques ou de troubles divers. C'est un peu l'hôpital de la dernière chance pour énormément de gens. Donc, ils débarquent là. Et en fait, quand je suis arrivée, c'était difficile parce que je suis arrivée donc par le biais de cette personne qui était à l'époque mon copain, qui était complètement convaincu. Enfin, lui, ça faisait longtemps qu'il était là-dedans. Et donc, moi, j'arrivais et franchement, j'étais sceptique. C'est-à-dire que d'un point de vue intellectuel, le truc me charmait. Et donc, ce que lui m'avait raconté, ça me plaisait, mais avec un petit point d'interrogation. Et donc, au tout début, ça s'est très, très mal passé. C'est-à-dire que je suis arrivée et puis j'ai posé plein de questions de meufs occidentales reloues, du genre oui, mais l'ayahuasca, mais combien tu gagnes? Ouais. Non, et puis je me demandais vraiment, est-ce que si je ne crois pas à l'ayahuasca, est-ce que ça marche quand même? Donc j'ai demandé ça à la chamane. Et je posais plein de questions où je sentais que vis-à-vis des gens acquis à la cause, c'était hyper déplacé de ma part. Avec mon copain, on faisait que s'embrouiller. Il me disait, mais je sens que tu me prends pour un fou, je sens que tu me prends pour un taré.
je vais dire la vérité, c'est que, en fait, au tout début, pendant 1 semaine et demie, on m'a pas donné d'ayahuasca. Parce que la chamane a décidé que j'étais pas encore prête. Et donc, elle m'a donné d'autres types de plantes pour me préparer doucement pour que le choc soit pas trop énervé. Et au tout début, donc moi j'étais en cérémonie, je voyais les gens prendre l'ayahuasca et puis je les voyais partir dans leur trip. Sauf que de l'extérieur, on voit juste des gens allongés en train de faire des trucs bizarres ou se mettre à hurler ou voilà. Et du coup, et les gens disaient tellement des trucs, hein. Et vomir, ouais, accessoirement. Ouais, et vomir. Et les gens après disaient des trucs mirobolants, du genre, j'ai vu un aigle, la lousa, la lumière, machin. Ils disaient des trucs et j'étais là, mais genre, ils font trop pitié, quoi. Genre, SOS, les colons de la forêt. Genre, c'est là, genre, non, mais ce sont vraiment, mais genre, vraiment SOS, ils font pitié, mais genre, à un niveau. En fait, j'ai vécu pendant 1 semaine et demie dans le mépris. J'étais en mode, non, mais sortez de moi de là, je sors avec un mec, il est fou. En fait, genre, il est pas bien dans sa tête. Et du coup, on faisait que s'embrouiller. Il me disait, mais tu me crois pas, en fait. J'étais là, ouais, je sais pas trop, en fait. Bon. Et toujours est-il qu'il y a un moment, du coup, voyant que entre lui et moi, c'était hyper tendu, la chamane a dit, on va lui donner un bon coup d'ayahuasca à celle-là. Ça ira peut-être mieux après. Donc, j'ai eu ma première cérémonie d'ayahuasca où elle m'a chargé un verre d'ayahuasca plus que tout le monde, quoi. Je crois qu'elle en avait marre de mon scepticisme. Elle s'est dit, bon, allez hop, on va l'envoyer bien loin, la gamine occidentale, rationnelle à souhait. Et oui, ça a été une claque, mais d'une violence. Oh là 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 là, ça a été... En fait, pour te dire, j'étais quelqu'un qui ne croyait pas à la vie après la mort. Genre, je suis quelqu'un qui a toujours été un peu borderline suicidaire avec cette option, cette porte ouverte, en fait. Et après ça n'a plus jamais été envisageable. Je me dis, mais de toute façon, c'est pas du tout fini et c'est pas garanti que ce soit mieux après. Donc, moi, vraiment, l'expérience ayahuasca, je pourrais raconter vraiment la première expérience. Ouais, ma rationalité d'occidentale est tombée, genre, comme ça, d'un coup. Okay. Et après, ça s'est mieux passé, du coup, ouais. Et tu peux parler de ce qui s'est passé pendant ton trip, en fait. Oui. Comment est-ce que... ce qui n'est pas... Parce que tout le monde n'y arrive pas. Hein. Enfin, moi, j'ai déjà parlé avec des personnes qui ne sont pas capables de mettre des mots. Enfin, c'est quand même un caractère franchement indicible dans la grande partie du trip. Et généralement, il y en a certains qui arrivent à un peu, on va dire, synthétiser quelques éléments du trip. Et est-ce que toi, tu peux nous expliquer un peu ce que tu as expérimenté? Ouais. Moi, je m'en rappelle relativement bien. Après, c'est vrai que traduire ça avec des mots, c'est pas toujours évident. Mais en gros, donc, j'ai pris le breuvage. Et puis, au bout de... Ça a duré quand même 1 heure avant de monter. Donc, t'es assis sur ton matelas, t'attends que ça se passe, tu dis qu'il se passe rien, que je retourne dans mon truc. Genre, de toute façon, ces gens mentent tous. Et puis, le truc monte, mais d'un coup, quoi. Genre, vraiment... En fait, tout d'un coup, je me retrouve avec les yeux fermés. Et la première chose que je vois, c'est un logiciel. Genre un logiciel, c'est Matrix. Je vois un logiciel informatique, des chiffres partout. Je suis là, genre, attends, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Je commence à avoir une crise de panique massive. Et puis, je vois comme une barre d'ordinateur et je vois un logiciel qui se défragmente. Enfin, un logiciel qui se un logiciel qu'on va mettre dans la corbeille, quoi. Qui commence à défragmenter. Et je comprends que ça veut dire que mon cerveau est en train de se défragmenter d'une certaine façon. Et je commence vraiment à avoir chaud, à avoir peur, en fait. Et tout d'un coup, je me rends compte que je me dis, mais je suis qui? Et je me rappelle pas que je m'appelle Dora. Je me rappelle pas qui sont mes parents. Je me rappelle de rien, genre, mais de rien. Et je commence à me dire, mais attends, c'est quoi? C'est-tu qui? Et j'essaie de rouvrir les yeux. Et quand je rouvre les yeux, en fait, je vois l'air de la salle. C'est-à-dire que l'oxygène qui n'est pas censé être visible, je vois des particules dans tous les sens. Et je commence à faire ça. Et je vois que je peux bouger je sais pas, comme s'il y a de la fumée, quoi. Mais il n'y a pas de fumée. Voilà. Et il y a trop d'informations. C'est-à-dire que tout d'un coup, je regarde le bois par terre et le bois par terre, il est vivant, en fait. Genre, les lignes du bois bougent, donc l'air est vivant.
enfin, tout est vivant, c'est genre, j'ai envie de vomir. Là, je commence à me mettre dessus. Je me dis, oh, putain, je vais dégueuler. Il y a tellement d'infos. Je ferme les yeux, c'est pire. Il y a genre 1 million de chiffres et tout. Je suis là, mais c'est un cauchemar, putain de merde. Et donc, je me mets vraiment à hurler, enfin, vraiment à crier en parlant verbalement, en disant, faut que ça s'arrête, faut que ça s'arrête. Et là, bon, il y a la chamane qui va venir et qui va chanter pour moi. Alors, ça a changé mon rapport à la chamane parce qu'au début, je me disais, de toute façon, bon, je prends une potion psychédélique, elle doit pas servir à grand chose, cette dame. Et en fait, si, parce que quand elle se met à chanter, je me rends compte que immédiatement, ça me calme. Genre vraiment, c'est un truc de ouf, quoi. Elle a une sorte de maîtrise de ce qui se passe en moi. C'est lunaire, mais cette personne maîtrise les visions, quoi. En fait, maîtrise mes propres visions, presque. Donc, elle arrive un peu à m'apaiser. Et donc, en fait, je vis un processus de mort. En fait, je me dis, OK, je suis en train de mourir, en fait. Parce que vu que je me rappelle pas comment je m'appelle, je me rappelle pas qui sont mes parents. Et puis, à un moment, je commence à me toucher, je ne me sens plus. C'est-à-dire que je commence à faire ça et je suis là, genre, mais où je suis? Et là, je me dis, OK, Dora, tu es en train de mourir. J'essaye un peu de m'accrocher. Donc, au début, je crois que je me mets à hurler, chialer, machin. Et puis, à un moment, je me dis, OK, il faut lâcher prise, en fait, parce que, en fait, le sentiment que j'avais, le fait qu'elle chante me faisait beaucoup de bien, c'est-à-dire que c'est un état où je comprends, enfin, je sais pas comment expliquer, c'est comme si tu es sous l'eau et que tu entends en fait quelqu'un qui chante mais au-dessus de l'eau. Donc en fait, tu sais qu'il y a une sorte de monde qui existe encore et en fait, le fait que la personne chante, tu te dis, OK, le monde tel que je le connais, avec quelqu'un qui chante, un humain qui chante, existe à un certain niveau, mais moi, je suis quelques étages ailleurs, en fait. Et en l'occurrence, là, je me sentais en dessous. Et j'essaye avec son chant, en fait, de remonter. C'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est il faut que je tienne la corde et que j'arrive à remonter. Et puis, elle chante et ça me calme, mais j'arrive pas à remonter. En fait, je comprends qu'il faut aller vers le bas. Donc, il y a un moment, je lâche. Genre, je me dis, OK, c'est je vais mourir, en fait. Ça y est, tu t'es foutu dans la merde, t'es dans la forêt, t'es une grosse conne. C'est pas grave, ça y est, c'est ton moment, il est venu, lâche. Et donc, je lâche. Et quand je lâche, dans ma tête, je deviens un tronc d'arbre et même mon corps bascule. C'est-à-dire que je sais que j'étais au-dessus de mon truc à vomi, là, en train de comme ça. Et le moment où je lâche, je tombe tout droit sur mon matelas. Et dans ma tête, je deviens un tronc d'arbre. Je sais même pas comment expliquer, mais genre, je suis tronc d'arbre. Donc, je suis une sorte de tronc d'arbre. Et je me visualise dans la forêt en tant que tronc d'arbre. Et de tronc d'arbre, je deviens, alors je sais pas comment c'est possible d'expliquer ça, mais je deviens une goutte d'eau et je deviens du sable. Et à ce moment-là, le temps, la notion de temps change totalement et je suis sur un rythme qui est l'éternité. Et aussi, je suis une conscience, mais je suis plus incarnée. Donc, c'est-à-dire que je comprends que tout est vivant et que en fait, la vie qu'il y avait en moi en tant que Dora humain retourne dans les éléments. Voilà. Et donc, je suis élément, mais je vis, c'est-à-dire que je vis, je peux quand même avoir des pensées, en fait. C'est un truc bizarre. Il y a un certain moment d'acceptation de cet état. D'abord, un état de panique. Et puis après, une sorte d'état de plénitude, en fait, de paix absolue. Je me dis, en fait, c'est pas grave, je suis plutôt bien dans cet état d'eau, sable, je sais pas trop quoi. Et puis après, ça se corse un peu. Ça commence à aller mal. C'est-à-dire que cette goutte d'eau devient du sang. Moyen sympa. Donc, je me sens devenir du sang. Et alors là, je commence à avoir des images presque religieuses et presque catholiques, lorsque je suis pas du tout d'origine catho. Je commence à visionner cette goutte de sang tomber dans les limbes de l'enfer, on va dire, enfin de ce qu'on peut représenter comme l'enfer. Par exemple, quand on voit ces tableaux où on voit Dieu, le paradis, au milieu, il y a Jésus, et en dessous, il y a l'enfer sur terre, c'est-à-dire avec du sang, des diables, etc. Moi, je me sens en tant que goutte d'eau, en train de me dissoudre dans un truc infernal avec des gens qui hurlent, de la souffrance, en fait. Tout me parle que de souffrance. Et donc, je suis là-dedans et je me dis, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour qu'on m'envoie là-bas? Et je me dis, non, c'est pas possible, en fait. Genre, c'est pas possible. Ça, je peux pas finir là. C'est pas cool, quoi. C'est vraiment pas cool.
Et puis, dans cet enfer, moi-même, je ressentais beaucoup de douleurs physiques. Et alors, je voyais beaucoup de drapeaux nazis. Je voyais beaucoup... je voyais les camps de concentration, en fait. C'est ce que je visionnais. Et puis, je comprenais pas trop pourquoi on essaye de montrer ça. Je comprends pas trop parce que c'est comme si je surfe un peu sur le truc. Je suis une goutte, mais je tombe jamais totalement dedans. C'est un truc bizarre. C'est genre, je suis un peu au-dessus de ce monde-là. Et je me dis, mais c'est bizarre parce que c'est pas comme si j'en faisais totalement partie, mais c'est un peu comme s'il fallait que je voie. Bon. Et puis, je reste un certain temps comme ça. Et puis, il y a un moment où il y a une sorte de tunnel de lumière qui s'ouvre, comme ça, droit devant moi. Et à ce moment-là, je monte. Je ne peux pas expliquer. Et je monte et je vois énormément de fleurs qui grimpent. Et en fait, je grimpe en même temps que les fleurs. C'est des fleurs blanches, translucides. Donc, je monte avec elles. Et puis, je suis hyper bien. Alors là, je suis bien, mais je peux même pas expliquer à quel point je suis bien. Et limite, je suis tellement bien que j'ai mal d'être bien parce que il y a trop d'amour, en fait. Je n'ai jamais connu une sorte de... C'est comme un soleil d'amour qui te brûle presque. Et limite, j'étais là, mais c'est indécent de m'aimer autant. Ne m'aimez pas autant, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est incroyable. Et en même temps, c'est terrifiant, en fait, un amour surpuissant comme ça. Donc, je vis ce truc-là. Et je demande même que ça s'arrête tellement je comprends pas ce que c'est. Et à ce moment-là, je bascule dans un utérus. Donc, je me revis en tant que bébé avant ma naissance. Et en fait, je suis donc dans le ventre de ma mère et j'entends mes parents. J'entends mes parents parler. Et donc, c'est fou, mais ça me remet dans le contexte de ma naissance où, en fait, je réalise qu'en tant qu'enfant, je savais déjà énormément de choses sur mes deux parents, sur l'ambiance entre mes deux parents, en fait, ça te fait prendre conscience que quand tu nais, t'es pas con du tout, quoi. T'as déjà un peu une idée, quoi. Et donc, dans ma tête, je nais. Et donc, en l'espace de quelques heures, je revis de mes 1 à j'avais 31 ans à l'époque, de mes 1 à 31 ans. Je dirais que chaque année dure dans ma tête à peu près 10 minutes. Et en fait, je me rends compte que je suis fascinée par mes mains et par mon pull parce que quand j'ai 1 an dans ma tête, quand je touche le pull est extrêmement, extrêmement précis. Quand je regarde mes doigts, je peux voir les veines, je peux voir tout. C'est-à-dire que là, par exemple, voilà, les détails sur le bout des doigts, je les vois, mais d'une précision absolue. Et je vois qu'à travers les années qui passent, dans ma tête, le truc devient... je sais pas comment expliquer, lissé, en fait, que je vois plus la vérité. Je vois une image parce que je l'ai vue 200 fois et que cette image-là, elle est préenregistrée par mon cerveau, mais je regarde pas vraiment. Et donc, voilà, je me réveille au bout d'à peu près, le trip ayahuasca a duré au moins 7-8 heures d'affilée, donc allongé. Et peu à peu, je me réveille de ce truc-là en faisant des bruits d'abeilles hyper chelous. Parce qu'il y a un moment, j'ai eu l'impression de devenir un canal. Et c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il y avait un esprit de la forêt, ou je peux même pas expliquer, un truc qui avait pris ma voix, mais que j'autorisais, je sais pas, comme une puissance à qui j'ai autorisé l'utilisation de ma voix et qui faisait des sortes de vocalises complètement délirantes. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en même temps, je le laissais faire parce que ça me fascinait. Et puis, peu à peu, ça s'est arrêté. Les effets de l'ayahuasca se sont un peu dissous. Et puis, je me suis réveillée choquée. Voilà. Waouh. Ouais. Non, c'est voilà, fou. C'est fou parce que c'est tellement... en fait, c'est marrant parce que c'est évidemment très personnel ce que tu racontes. Mais en même temps, j'ai vécu des choses qui sont tellement similaires en termes de progression. Tu vois, c'est-à-dire cette espèce quand tu parles de la défragmentation ou le logiciel que tu balances à la poubelle, que moi j'associe à un début de mort de l'ego, en fait, qui fait qu'à un moment donné, justement, tu deviens d'autres éléments et tu voyages en enfer, au paradis, les deux devenant à peu près genre aussi insupportables l'un que l'autre, chacun à leur manière, en fait. Enfin, cette espèce d'impression que finalement, c'est comme si tu avais la plante qui t'emmenait à travers une infinité de dimensions. Et
et qui en fait te permettait de te remettre en place. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, finalement, Ouais. quand c'est ça qui est devenu évident pour moi quand j'ai fait cette expérience-là, c'est en fait, je ne sais pas par quel procédé. Je suis pas allé en Amazonie personnellement. Mhm. Je suis allé dans des centres, dans des pays où c'est légal, accompagné par des gens qui avaient été initiés par les Shipibo, etc. Mais j'étais pas parmi les plantes comme toi à proprement parler. Et donc, je ne connaissais pas vraiment ce principe de diète. Par contre, l'expérimentation dont tu parles, c'est exactement la même chose. Et c'est quelque chose que je trouve tellement mystérieux, en fait, que C'est soit, incroyable. une plante soit capable de faire ça. En fait, pour moi, genre, une plante, c'était genre au mieux un brocoli, tu vois, genre un truc qui peut avoir une utilité pour être mangé ou un arbre qui peut te servir de parasol quand il fait trop chaud, tu vois. Mais j'ai eu un peu un cheminement un petit peu similaire et je suis toujours surpris de voir que chaque personne, à sa manière, est capable de restituer quelque chose qui est à la fois intensément personnel et puis en même temps tellement général, quoi. Bah, oui, en fait, ce qui est flippant, c'est que tu te dis, si tant de gens vivent la même expérience, c'est forcément vrai, en fait. C'est qu'il y a une part de. En fait, la possibilité de l'humain va jusqu'à là. Alors, je ne sais pas si c'est son cerveau ou si c'est des dimensions extérieures qui existent à nous. Mais moi, ça m'a fait réaliser, par exemple, aujourd'hui, quand je vais dans une église, je t'assure que je regarde les tableaux très différemment. Pour moi, ça a été les pauvres, ils imaginent, ils sont dans leur délire. Aujourd'hui, je suis pas si sûre qu'ils sont dans leur délire. En fait, alors peut-être qu'ils ont pris des psychédéliques, hein, c'est un peu mon interprétation du truc. Aujourd'hui, je pense que toutes les religions ont été créées parce qu'il y en a un qui a pris de l'acacia et l'autre qui a pris un champi. Je Mais je pense crois que que c'est un peu Moïse, ça. je crois que l'histoire de Moïse, il y a un espèce de truc comme ça entre une plante qui contenait de la DMT et l'autre qui contenait un inhibiteur de l'enzyme qui normalement bloque la DMT. Je crois que c'était l'acacia et je sais plus laquelle autre, la rue de Syrie peut-être, Ouais. je sais Et, plus. Et et je crois même que le temple de Jérusalem a été fait avec de l'acacia. Et l'acacia, c'est une des plantes avec énormément de DMT. Donc, bon, on peut se poser des questions. Et moi, des fois, je me dis peut-être que effectivement, les gens haut placés dans la religion ou les créateurs de religion avaient donc accès à ce savoir à travers les plantes. Et puis, ils ont fait un peu les petits malins, c'est-à-dire qu'au lieu de filer la plante aux autres, ils ont dit, bah, moi, je sais, lisez le livre. Voilà, quoi. bah, c'est un peu ce que je me disais à propos de l'ayahuasca. J'avais un peu l'impression que c'était un peu une fabrique à oracles, tu vois. Enfin, c'est une fabrique à prophètes, quoi. Moi, je suis Ouais. revenu, j'avais tout compris, quoi. Genre, enfin, vraiment, je suis revenu à Paris. J'avais une pile de dossiers à terminer le lundi matin. J'étais là. Attends, j'ai tellement de trucs à raconter que tu ne sais pas. Ce dossier n'est pas important. Ce que j'ai à te dire est important, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a il y a cette espèce enfin voilà, comme si à un moment tu faisais l'expérience d'être un prophète toi-même, et ce qui remet en question énormément de choses dans la religion, comme tu le disais, c'est-à-dire que d'une part, en fait, tu regardes la symbolique de la religion qui semblait complètement neutre, complètement grise et qui n'avait aucun sens pour toi, qui d'un coup se retrouve insufflée d'un sens que tu n'aurais jamais imaginé au départ. Et puis en même temps, tu regardes les prophètes et tu as envie de leur dire, mais calmez-vous les gars, vous avez juste eu une expérience que je viens d'avoir. Enfin, enfin, Oui, je sais pas si tu es d'accord avec ce point de vue-là. Je si, suis si, juste en exprimer le mien, mais. je suis d'accord et je trouve que ça crée même un souci. C'est-à-dire que, bon, pour connaître quelques personnes dans cet univers ayahuasca, du coup, qui sont dans ce cheminement de devenir chaman, ça crée à la fois, c'est paradoxal parce que tu as une destruction de l'ego à travers cette expérience et à la fois, ça crée des égos spirituels complètement délirants chez certaines personnes qui se pensent vraiment, mais le prophète, il faut qu'ils écrivent un livre parce que l'ayahuasca ou Dieu sait qui leur a dit quelque chose qu'il faut que l'humanité sache now. et du coup, oui, ça crée un truc où des fois, c'est compliqué, quoi. Parce qu'effectivement, quand tu vis une expérience comme ça, tu as envie de dire à tout le monde, mais vous savez pas, en fait. Vous savez pas, vous avez pas compris, quoi. Mais de Et c'est un peu l'extérieur, à tu les double. regardes, tu as envie de leur dire calmez-vous un peu aussi, tu vois. C'est vrai. Non, non, mais Ouais. c'est vrai que c'est assez. Et ce qui est dur, c'est aussi que faire de ce genre d'expérience. Parce que moi, j'ai trouvé que c'était hyper révolutionnant dans ma façon de penser les choses. Et donc, par exemple, avant, j'allais être hyper sceptique des voyantes, par exemple, ou des gens qui sont médiums. Voilà. Ma première réaction, c'était du genre,
c'est tous des menteurs. Et aujourd'hui, je crois pas que c'est tous des menteurs. Je pense qu'il y a des menteurs. Je pense qu'évidemment, il y a des charlatans qui s'inventent une life. Et puis, je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment quelque chose de plus ouvert. Moi, tu vois, quand je suis revenue de l'ayahuasca, ça n'a pas duré longtemps. Mais pendant 2 mois, j'entendais des gens. Enfin, j'entendais des trucs, quoi. Enfin, j'ai l'impression que je pouvais capter des pensées qui n'étaient pas miennes, en fait. Et après, j'ai eu l'impression qu'il y a un canal qui s'est refermé et maintenant, j'en suis plus du tout capable. Mais du coup, je me dis, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas, on ne sait pas pourquoi, mais peut-être qu'ils n'ont pas besoin de psychédéliques pour ouvrir un truc dans leur cerveau qui est déjà ouvert, quoi. Ce que je me dis souvent à ce sujet-là, c'est que je pense que les études en neurosciences sont faites dans certains contextes particuliers, le plus souvent des capitales, le plus souvent avec des groupes de personnes qui sont globalement similaires les uns aux autres, qui font que, en fait, on considère que la conscience, on ne considère la conscience que sous un certain prisme occidental. Alors que il y a d'autres strates d'autres groupes de population qui doivent avoir, je suppose, en fait, même des individus dans les populations qu'on analyse, mais qui peuvent être tellement différents, on va dire, de la moyenne générale qu'on va les assimiler à des schizophrènes, à des psychotiques, etc. Mais que ces mêmes états de conscience, en fait, peuvent exister dans des conditions qui leur sont favorables, peut-être dans d'autres groupes sociaux. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je pense qu'il y a plein de maladies qu'on appelle maladies mentales, qui sont peut-être en fait juste des gens qui ont des formes d'ouverture à d'autres types d'informations et c'est juste pas acceptable entre guillemets chez nous. Et ce que tu dis aussi sur le paradigme occidental vs d'autres paradigmes, je l'ai pas mal vu par exemple avec les Shipibo en Amazonie. Par exemple, eux, il y a pas mal de dessins, il y a pas mal de peintures où on voit des sirènes, des dauphins roses, on voit beaucoup de personnes magiques, entre guillemets. Mm-hmm. Et nous, on dirait que ça s'appelle un conte, quoi. On dirait c'est une histoire de fées, enfin bref. Et c'est un conte de fées. Et je sais plus dans quel contexte, mais je parlais de ça là-bas. Et en fait, on m'a expliqué que pour eux, c'est pas un conte. C'est-à-dire que c'est une réalité parallèle qui existe. C'est pas du tout genre, je vais lire une histoire de fée à ma gamine pour s'endormir le soir. C'est non, je lui raconte concrètement ce qui se passe dans un univers parallèle. Si tu prends de l'ayahuasca ou d'autres types de plantes, tu y auras accès. Donc, ils sont pas du tout dans la même dynamique. Quand eux, ils parlent de sirènes. C'est juste dans ce monde matériel-là, il n'y a pas les sirènes, mais dans un autre monde, les sirènes existent, elles sont accessibles, on peut leur parler. Voilà, donc je trouve ça hyper fou, quoi, que pour nous, ce soit un truc nous, on place ça dans l'imaginaire et dans leur tête à eux, c'est pas l'imaginaire, c'est tangible, en fait. Oui, pour que ce soit entendable du point de vue occidental, il faut que ce soit placé comme un symbole en fait, et comme une métaphore ou quelque chose ou une construction psychologique que véritablement un événement réel, quoi. Mais c'est vrai que ça pose énormément de questions. Moi, j'ai trouvé, par exemple, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, que ne serait-ce que l'expérience de l'ayahuasca ou l'expérience psychédélique en général, en fait, elle te fait reconsidérer l'importance du rêve, par exemple. Et en fait, si tu veux, moi j'ai eu par exemple cette impression que finalement il y a on va dire la frontière entre le rêve et la réalité avait gagné en porosité après les expériences psychédéliques, et pas dans un sens schizophrène, mais plutôt comme la compréhension que tout ce qui existait dans le monde physique, en fait, c'était d'abord une conceptualisation mentale qui était notamment favorisée par le rêve. Et je sais pas si c'est quelque chose que tu ressens, et voilà, enfin déjà, je sais pas si tu as envie de réagir là-dessus, mais Alors moi, vis-à-vis du rêve, en fait, je trouve aussi que ça m'a fait pas mal réfléchir au rêve. Et aussi, en fait, finalement, un trip ayahuasca, pour moi, c'est un rêve éveillé. Tandis que les rêves, j'arrive pas à m'en souvenir du tout. La différence, c'est que ça a un peu le même type de déroulé. Il y a plein de trucs qui sont un peu absurdes. Ça va d'un truc à un autre. Tu sais pas comment tu as changé d'endroit, entre guillemets.
Sauf que le problème du rêve, c'est que je trouve ça extrêmement difficile de s'en souvenir. Et un rêve, finalement, c'est la même chose qu'un trip ayahuasca, sauf que le trip ayahuasca se grave dans une partie de ton cerveau comme si c'était quelque chose que tu as vraiment vécu dans ta vie matérielle, en fait. C'est la seule différence. Et moi, après le retour ayahuasca, j'avais aussi une capacité que j'ai perdue depuis à pouvoir être consciente vraiment de ce que je vivais pendant un rêve, en fait, au moment où je m'endormais et au moment où je me réveillais. C'est-à-dire que j'avais l'impression même de pouvoir changer le rêve. C'est-à-dire que d'être une actrice de mon rêve, lorsque aujourd'hui, je dirais que je resubis mes rêves, entre guillemets, que j'ai aucun... voilà. Après, du coup, je me suis un peu intéressée à la communauté de lucid dreamers sur Internet. Donc, c'est les gens qui essayent d'avoir des rêves lucides. J'ai essayé quelques exercices où j'ai mis mon réveil à 3h30 du matin. Je me suis en noté. Puis j'ai complètement abandonné. C'est pas mon truc, quoi. Ouais, je sais aussi, ça marche pas du tout pour moi. Non, ça marche pas du tout. Ok. Voilà. Et c'est quoi ton point de vue aujourd'hui sur cette expérience-là? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui doit rester dans le contexte dans lequel tu en as fait l'expérience? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut être bénéfique aux Occidentaux, en fait, on va dire au secteur tertiaire, je sais pas, tu vois, aux gens et au système, on va dire, occidental dans lequel on évolue? Ou est-ce que, au contraire, pour toi, c'est quelque chose qui doit rester dans la jungle, qui doit être pratiqué dans la jungle selon un certain rituel et dont certaines personnes doivent rester les garantes? Je pense un peu des deux, dans le sens où déjà, l'ayahuasca, c'est une ressource limitée. Dans le sens où il y a un certain nombre de lianes et puis il y a un moment où il n'y a plus de lianes. Donc, dans ce sens-là, pour moi, ça doit rester dans les mains de gens consciencieux, de gens qui, en fait, ont vraiment un rapport d'amour avec la forêt, avec cet écosystème. Donc ça, c'est ma première réponse. Mais après, je pense que d'une certaine façon, tout le monde et les Occidentaux pourraient en bénéficier grandement et je pense que ça changerait très profondément la société aussi d'y avoir accès, dans le sens où on vit tellement dans une société matérialiste où les gens se noient dans des envies matérielles et dans même, je sais pas, on n'a aucune considération pour les plantes, pour les animaux, enfin, on se croit vraiment les rois du monde et je trouve que l'ayahuasca te fait redescendre bien. C'est-à-dire que tu comprends que dans ce règne-là, tu n'es finalement qu'une petite chose et que tout doit être connecté. Enfin, en tout cas, moi, j'en suis ressortie avec cette idée-là très profondément. Je pense que ça pourrait beaucoup aider, en fait, à avoir une société moins sociopathique, quoi. Ouais. Mais en même temps, comment faire? Parce que c'est une ressource limitée, que je pense aussi que c'est vraiment l'ayahuasca, c'est vraiment une forme de technologie qui peut être dangereuse, dans le sens où si tu n'es pas prêt, en fait, moi, je pense que je vois, j'ai beaucoup d'amis, j'ai ma mère, etc., qui me disent oui, est-ce que tu penses que je devrais faire cette expérience? Et il y a certaines personnes, je leur dis non, parce que je pense qu'il faut avoir une envie d'être, faut être capable de se dire, ou faut avoir une envie de révolutionner son monde intérieur, quoi. Et je pense qu'il y a des gens, ça les mettrait presque plus mal. Ça pourrait les mettre mal. Et des fois, j'ai lu des expériences en ligne de gens qui disent que ils sont en bad trip intégral depuis des années depuis, quoi. Ouais. Donc, je sais pas. Parce que, ouais, oui, je comprends ce que tu veux dire. Après, il y a d'autres considérations. Enfin, j'ai l'impression, pour moi, est-ce que ce serait l'expérience psychédélique qui serait soluble dans le capitalisme ou l'inverse, en fait? Alors, évidemment, comme tu le dis, il y a peut-être des gens déjà qui seraient pas prêts pour ce genre d'expérience. Si toi-même, tu as déjà du mal à te focaliser dans la réalité du monde physique, c'est peut-être pas le moment de te dissoudre dans le monde psychédélique, c'est sûr. Après, j'ai l'impression que j'ai le sentiment que la plupart des thérapies occidentales proposées pour soigner le mal-être, en fait, souvent, je les trouve assez inabouties. En fait, je trouve qu'on est encore dans une période de recherche, des choses qui se confrontent énormément les unes aux autres.
Et j'avais l'impression que finalement, d'une certaine façon, l'expérience de l'ayahuasca, c'était quelque chose de juste en dessous du divin, comme tu disais. En fait, enfin, c'était presque neutre. En fait, il n'y avait pas besoin Ouais, d'avoir tel avis ou tel avis dessus. En fait, l'expérience que tu vas te prendre, même si tu es un connard d'occidental enfin, qui porte un jugement sur tout et tout le monde et une forme de cynisme à l'égal du monde. Enfin, en gros, l'ayahuasca va te prendre et te rouler en morceaux ouais, ouais, pas le et te choix. rouvrir cette chose-là. Donc, ouais, c'est cette interrogation. Enfin, c'est est-ce que on reste sur cette idée-là de fermer cette expérience-là à la plupart des gens, sauf ceux qui le veulent vraiment, ou est-ce que il serait pas temps d'ouvrir un débat, peut-être pas sur l'ayahuasca, mais sur les psychédéliques en Hmm. général, sur la société, quoi. J'ai j'ai l'impression que ce débat, il a pas mal démarré aux États-Unis avec certains États qui légalisent, Ouais, tandis qu'en France, on est très loin en France. Déjà, on n'arrive pas avec le cannabis depuis 15 ans à faire légaliser le truc. ouais, J'ai l'impression qu'on en est loin. Et en même temps, je pense effectivement que pour les gens qui ont des problèmes comme des dépressions, etc., de l'addiction, ça peut vraiment être une super solution. Et en même temps, moi, il y a quelque chose qui m'inquiète du fait que j'ai pas forcément envie que l'industrie pharma se réapproprie ce truc sous prescription avec des médecins qui vont... Il y a quelque chose qui me... je pense qu'il faut pas trop l'enlever du contexte, en fait. C'est-à-dire que ouais, ça vient... En fait, pour moi, parce qu'après, j'ai refait, en fait, un séjour ayahuasca en Espagne, qui était ouais. donc... voilà. J'ai trouvé que ça n'avait pas du tout la même puissance d'être dans le lieu et dans cette culture shipibo. Je trouvais que c'était beaucoup... Je, je sais pas, je pense qu'il y a un truc de localisation qui est hyper important. Après, peut-être que oui, avec des champignons, ça peut être différent, avec du LSD, ça peut être différent. Mais en fait, ce que je me dis, c'est que, par exemple, la bonne solution pour moi, c'est finalement peut-être ce que certains mecs ont essayé de faire dans les années 60 avec le LSD, c'est qu'ils ont essayé vraiment de le méga démocratiser et de faire en sorte que ça sort justement des essais cliniques et des hôpitaux. Bon, évidemment, le mec qui a essayé de faire ça, il a fini en prison aux États-Unis. Euh, mais cette démarche un peu de peut-être d'automédication guidée, quoi, on va dire. Moi, je trouve ça relativement intéressant parce que finalement, ce qui est intéressant avec ces psychédéliques, c'est que moi, je trouve que c'est sans doute les meilleurs psys de la planète et qu'on Mm. peut toujours faire plus confiance à une plante qu'à un humain. Parce que quand tu vas voir un psy, moi, j'ai toujours peur du mec que j'ai en face de moi ou de la meuf que j'ai en face de moi parce que cette personne a forcément des biais. Lorsque j'ai l'impression que l'ayahuasca est quelqu'un de beaucoup plus neutre, enfin, il était un esprit beaucoup plus neutre et que du coup, c'est beaucoup moins risqué parce que t'as pas les biais de la personne en face. Donc, il y a un truc en même temps où, effectivement, je trouverais que ça nous émanciperait du système, justement, psychanalyse, etc., duquel je suis un peu sceptique aujourd'hui, quoi. Ok, d'accord. Et tu dirais qu'en fait, comment est-ce que tu dirais que cette expérience-là, comment est-ce que tu l'as adaptée à ta vie en fait? Moi, quand je te regarde, quand j'ai fait un petit peu mes recherches sur toi, sur ce que Ouais. tu faisais, etc., euh, j'en suis arrivé un peu à la conclusion, mais je me plante peut-être complètement. Mais je me disais qu'en fait, par ton travail sur le SIBO et tous les problèmes que ça pouvait Ouais. occasionner, par ta page T'as joui, par tes réflexions activistes féministes, en fait, j'avais un peu l'impression que ton but, c'était, enfin, le combat qui avait l'air de t'animer, en fait, c'était finalement je me plante peut-être complètement, mais Ouais, vas-y. l'idée que j'avais, c'était que finalement, d'une certaine façon, tu étais en train de travailler à dissoudre une image factice du féminin ou une image incomplète pour essayer de faire ressortir le truc enfin, le féminin dans une vision plus authentique, quoi. Et je me Oui, suis dit, est-ce qu'il y a une corrélation entre cette perception que j'ai de ton travail et peut-être l'expérience d'ayahuasca que tu as eue, ou est-ce que c'était déjà là avant? Je sais je pas. pense qu'en fait, t'as raison sur ma démarche. C'est marrant parce que toi, tu l'as, voilà,
arrives mieux à la conceptualiser même que moi-même, parce que de mon point de vue, c'est quelque chose d'assez inconscient que je fais. Je pense pas trop à pourquoi je le fais, mais il faut que je le fasse, quoi, on va dire. Mais effectivement, moi, en tant que femme, je me suis toujours sentie très enfermée de ce qu'on attendait de moi en tant que femme. Faut être jolie, faut être douce, faut être ceci, faut être cela, et j'ai l'impression d'être rien de tout ça. Et du coup, j'ai aussi eu donc cette maladie qui est vraiment pas sexy, pas glamour, pas féminine. Donc, j'ai l'impression que toute ma vie m'a poussée à essayer d'expliquer aux gens qu'on pouvait très bien être une femme et l'être différemment, on va dire. Mais l'expérience psychédélique, pour moi, non, j'étais déjà dans cette démarche-là avant, mais l'expérience psychédélique, moi, je me suis surtout dit qu'il fallait, que ce serait intéressant justement de faire une sorte de psychédélique, de féminisme psychédélique, et que l'un, finalement, irait plutôt, que les deux choses iraient bien ensemble, pour la bonne raison que je crois que les femmes vivent beaucoup de violences et de traumas, et notamment de traumas d'ordre sexuel, et que certains psychédéliques auraient vraiment la capacité d'aller réparer des blessures qui sont extrêmement profondes. Et aujourd'hui, pour les femmes qui ont vécu des viols, il n'y a même pas, on dit syndrome post-traumatique, comme pour les gens qui ont vécu la guerre du Vietnam ou des guerres, on va dire. Et je trouve que c'est déjà indécent qu'il n'y ait pas un mot spécialisé pour le traumatisme post-viol, quoi. Déjà, c'est un truc en particulier. Et en plus de ça, on ne propose rien à ces femmes-là. C'est-à-dire, tu t'es fait violer, mais il n'y a pas de réparation, parce que c'est une blessure physique et c'est une blessure psychique, c'est un peu des deux. Et en fait, aujourd'hui, on propose rien. Et justement, dans les cercles un peu psychédéliques, quand je lis les posts sur des forums et tout que font les femmes, il y a quand même beaucoup de femmes qui s'intéressent à ça. C'est-à-dire au trauma sexuel, aussi à l'approche corporelle, aux règles. Il y a une sorte de chamanisme, de nouveau chamanisme féminin, on va dire, qui pourrait très bien se mêler avec les psychédéliques. Et ça, bon, ça c'est un grand projet, mais je sais pas si un jour je m'engagerai là-dedans, mais je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Et je sais qu'il y a une meuf qui a lancé un concept un peu psychédélique féministe. Je crois que elle s'appelle Cosmic Sisters. Donc il y a des meufs qui sont un peu là-dedans déjà. Donc ça pourrait être un mouvement qui émergerait peut-être un jour, quoi. Ok. Moi, c'est marrant que tu dis ça parce que, personnellement, j'ai vraiment une expérience en fait, en questionnant ce truc-là, parce que j'ai eu quelque chose un petit peu similaire. Moi, j'ai eu des enfants à l'époque de MeToo, en fait, tu vois, de tout ce mouvement-là. Et naturellement, étant en couple, ayant des enfants et me mettant dans une situation où il y a une répartition des tâches cumulée à la fatigue, etc., il y a vraiment l'opposition entre la place de l'homme, la place de la femme, tu vois, dans ce couple-là, qui dans ce contexte-là, faisait que les choses étaient complètement... j'arrivais plus à restituer, si tu veux, la place de chacun et comment avoir un rapport harmonieux l'un avec l'autre, en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu une expérience de l'ayahuasca, en fait, qui, je trouve, a redéfini un petit peu ce que pouvait être... le masculin, le féminin, et comment ces deux énergies-là travaillaient l'une avec l'autre plutôt que en opposition avec l'une avec l'autre dans certains contextes, quoi. Et comment ça s'est révélé pour toi, c'est-à-dire de façon concrète, qu'est-ce qui... je suis en train de travailler justement sur une vidéo que je fais qui va être un trip report, en fait, qui est une rencontre avec Aphrodite. En fait. D'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu dans ma tête une histoire qui s'est racontée. Une histoire, on aurait dit un roman de gare. C'était vraiment mais cucu pas possible, quoi. Tu vois, c'était vraiment genre un homme qui rencontrait une femme, une séduction comme ça. Genre, le mec jouait de la flûte, tu vois, c'était moi la femme. Et je me laissais genre emporter. Ah, c'était toi la femme? Oui, c'était moi la femme. En fait, comme j'avais besoin de questionner, tu vois, c'est quoi? Mais qu'est-ce que, tu sais, quand t'es un homme, en fait, ça peut être un peu compliqué de comprendre où est-ce que les femmes veulent en venir. Parce qu'on a notre propre biais, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, j'avais besoin de questionner ça. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe
dans l'esprit des femmes, qu'est-ce que la culture de la pornographie a pu installer comme biais dans mon cerveau, qui fait que d'une certaine façon, bah, je peux éventuellement faire partie du gang des oppresseurs, tu vois. Et donc, du coup, une de mes démarches d'ayahuasca, en fait, avait pour but d'explorer, si tu veux, la nature de la libido, la nature du rapport entre les hommes et les femmes. Et en fait, ça s'est manifesté par une histoire dans la Grèce antique où j'étais une femme habillée en rouge, accostée par un homme dans une soirée en gros, une romance, si tu veux, mais dans lequel j'étais une femme jusqu'à la fusion entre les deux qui a fini par ressembler à une espèce de yin et de yang. Et à un moment donné, je me suis réveillé du truc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'attendais une expérience mystique. J'ai l'impression de lire du Marc Lévy là. Et genre, et en fait, et en fait, et en fait, je me suis dit, bah, je sais pas. Tu vois, je sais pas. C'est les hormones dans mon corps qui sont en train d'émerger pour me faire, vivre l'expérience de ce point de vue-là. Et je me suis dit, bah, ok, du point de vue jungien, je dirais que j'ai l'archétype d'Aphrodite qui est en train de venir me rééduquer sur l'amour, sur la sexualité, la romance, la libido. Voilà. Mais du coup, tu avais déjà pensé à Aphrodite dans ta vie ou jamais? Jamais. Enfin, si, non, mais pour moi, c'était une statue, tu vois. Non, mais je veux dire, c'était quelque chose, tu vois. Du coup, t'es pas passionné par la mythologie grecque? Par la Grèce antique, non, pas spécialement, si tu veux. Enfin, je peux tomber sur un documentaire que je vais regarder, tu vois, c'est cool et tout, mais pas de fascination particulière pour ça. Et c'est un petit peu pour ça que je te dis que je te rejoins quand tu dis, par exemple, que tu vas retourner dans les églises et voir les icônes, percevoir les icônes d'une façon complètement différente. Tu vois, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est que d'une certaine façon, Aphrodite existe. Tu vois ce que je veux dire? Elle existe. Je vais pas la chercher comme ça, je vais pas la trouver, mais l'énergie en fait qui pousse une énergie masculine et une énergie féminine à se rencontrer, à se tourner autour, à s'unir pour faire perdurer la vie, en fait, c'était ça, tu vois, et c'était ça et que ça existait en nous, et ça pouvait s'expliquer chimiquement comme ça pouvait s'expliquer symboliquement. Ouais. Et donc, c'était une rencontre avec un archétype, mais ça n'a pas été fait dans un contexte shipibo à proprement parler, tu vois ce que je veux dire? Ça a été fait dans un contexte où on s'est dit, oh, on y va, tu vois. Et c'était par rapport à mon intention, c'est comme ça que ça s'est manifesté, quoi. Et voilà, c'était. Et d'ailleurs, c'est ce trip qui faisait que je voulais notamment t'interroger parce que par rapport à ta position, les positions que tu prends sur le féminisme, etc., ça me permettait de construire un peu du sens dans tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'hommes, en fait, qui vivent des sortes de petites révolutions à travers l'ayahuasca vis-à-vis de leur rapport à la sexualité, vis-à-vis de leur rapport au féminin. C'est pas la première fois que j'entends ce genre de récit. J'ai l'impression que quand c'est un truc qui est peut-être pas net chez un certain type de... Enfin, chez certains mecs, on va dire, et ben il y a un moment dans un trip ou un autre, ça finit par remonter à la surface ce malaise. Ouais. Et c'est pas la première fois que j'entends ça et je trouve ça hyper fou, tu vois, que ce soit je sais pas, que ça puisse être peut-être une forme de solution, de rééquilibrage. En fait, c'est aussi c'est marrant parce qu'en ce moment, je fais une collaboration avec une start-up qui fait des masques en réalité virtuelle. Mm-hmm. Et en fait, c'est des masques en réalité virtuelle qui placent les hommes dans une position de femme qui vit le harcèlement sexuel et le sexisme au travail. Et en fait, du coup, ça me fait un peu penser à ce que tu dis lorsque toi, tu l'as vécu, à travers un trip psychédélique. Mais finalement, c'est un peu la même démarche. On t'a mis dans la peau d'une femme. Et comme ça, t'as pu avoir une expérience peut-être t'imaginer un peu plus ce que c'est en fait. Ah bah c'était carrément incarné en fait. Enfin c'était voilà. Dans mon cas, ça relevait vraiment de l'intention. Mais ça m'a amené, par exemple, à l'idée finalement que c'était pour moi, quand j'ai repensé du coup au LSD, je me dis le LSD c'est de l'acide finalement. J'ai l'impression que l'acide, comme la DMT, comme l'ayahuasca, comme toutes ces substances psychédéliques, en fait, elles avaient
l'effet de dissoudre des croyances. Et j'avais l'impression que finalement, l'image que j'avais de la sexualité, c'était quelque chose d'extrêmement construit par rapport à une certaine forme qu'avait pris la société et donc qui renvoyait une certaine image qui était celle avec laquelle j'avais été éduqué. Et l'expérience, on va dire, de quelque chose d'aussi neutre au final que l'ayahuasca, puisque situé au-delà des limites de ma culture, en fait, me permettait d'avoir accès à la force originelle des deux, tu vois, en fait, de ce que constituait la sexualité, le rapport homme-femme, si tu veux, le rapport masculin et féminin plutôt. Et pour moi, ça m'a vraiment permis, je dirais, d'assimiler des choses. Je suis pas d'accord avec tout. Après, tu vois, je trouve que dans le discours féministe, il y a énormément de choses qui relèvent parfois du culturel, tu vois, de la même façon, tu vois, il y a du biais culturel qui rentre. Mais j'arrivais au moins à dissoudre le mien pour pouvoir avoir accès à une perspective plus globale. Donc, de toute façon, oui, j'ai l'impression que tous les psychédéliques, et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que c'est interdit, d'ailleurs, c'est cette capacité à dissoudre les croyances. Et si on dissout trop de croyances, les gens seront plus jamais obéissants de rien du tout. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une part de vrai là-dedans. Et c'est intéressant ce que tu dis sur dissoudre le discours construit sur la sexualité, parce que moi, c'est un truc que je me demande vraiment quand on voit qu'il y a des centres qui traitent les addictions, tu vois, avec de l'iboga, de l'ayahuasca, plutôt pour des addictions à l'héroïne ou autre. Je me dis, ce serait intéressant de faire une étude sur l'addiction au porno, parce qu'il y a certains mecs, franchement, c'est une catastrophe. Ils regardent du porno 10 fois par jour, ils se branlent 10 fois par jour sur des contenus extrêmement violents, et ils déshumanisent totalement les femmes, ils se rendent même plus compte de rien. Et je me dis, ce serait intéressant de faire une étude psychédélique sur ces mecs-là et voir en fait si on peut les sortir de cette addiction au porno, qui est une addiction finalement, tu combles un truc, finalement c'est un peu comme une drogue. Ce serait intéressant de voir si ça pourrait pas aider, quoi. Bah, il y avait Russell Brand, je crois que c'est Russell Brand qui avait dit du porno, je sais pas si tu avais entendu ça, mais je trouvais que c'était très très justement dit, qui disait que finalement la pornographie, c'était une façon corrompue de vénérer le féminin sacré. Je suis pas d'accord avec lui, parce que je trouve qu'il y a rien de sacré dans le porno. Enfin, quand on connaît corrompu, en fait un peu. Corrompu, c'est-à-dire c'est une façon corrompue de vénérer le féminin. C'était dans une espèce de rapport pas fluide où il y avait la domination qui rentrait en. Enfin, je trouvais pour moi, c'est une forme de domination et d'obsession chelou des femmes. Donc, oui, il y a une sorte de fascination pour les femmes, mais c'est une fascination qui est purement. C'est la femme en tant que matériel. Tu vois, la femme n'est rien dans le porno. La femme est un truc qui existe pour satisfaire l'homme, et surtout, en plus de ça, même avec les pires violences, on dirait qu'elle kiffe ça. En fait, c'est un univers où on fait croire aux hommes que les femmes sont forcément des salopes et heureuses de l'être, ce qui est complètement une construction totalement fausse. Je dis pas qu'il n'y a pas des meufs qui aiment coucher avec plein de monde, ça évidemment on a le droit, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, des fois tu vois des scènes d'une telle violence et c'est tellement facile d'accès. Par exemple, si je tape organe prolapse, qui veut dire prolapsus, quand les organes tombent, je devrais tomber en premier sur des articles médicaux pour expliquer que si tu as ton anus ou ton utérus qui tombe, faut une chirurgie médicale, hein, c'est un vrai problème. Tandis que là, si je tape ça en premier, j'ai quoi? J'ai Pornhub qui déboule et qui me montre des anus surexplosés avec des mecs qui mettent leurs mains jusqu'à là. Et je trouve ça littéralement en une seconde sur Internet. Et les pires trucs, la scatophilie, les meufs qui baisent avec des chevaux, enfin tout, des aiguilles dans la chatte. Enfin, genre, vraiment, si tu commences à regarder et à visiter des sites porno sans être excité, ce que je conseille à tout le monde de faire comme expérience, c'est-à-dire de se connecter à un site porno avec toute sa tête en se disant je viens pas là pour me branler, je viens là pour vraiment voir en fait le message qu'on essaye de faire passer de façon inconsciente, parce que moi je crois que justement quand il y a une excitation sexuelle, c'est déjà un état de conscience modifié d'être dans un état d'excitation sexuelle, et du coup il y a une partie de ton cerveau rationnel qui il est plus là, tandis que visiter ces sites-là avec un esprit purement rationnel, tu te rends compte que ce qu'on accepte
enfin, en fait, c'est une société tellement violente pour les femmes. Quand tu regardes ça de façon rationnelle, tu te dis, mais c'est chaud que ce soit légal, en fait. On peut pas avoir des meufs qui se font défoncer l'anus par un cheval qui a une bite gigantesque et considérer ça comme du porno, et que, en plus de ça, elles font semblant de kiffer parce qu'on leur demande, et les mecs croient en plus que les meufs aiment ça. Enfin, genre, allô, quoi. Donc, Mais est-ce que tu crois pas que justement ce serait parce qu'on vit dans une société qui a perdu toute forme de sacralisation de force originelle, tu vois? Et moi, c'est toujours la question que je me pose, en fait, c'est puisque moi, j'ai eu accès au sacré par le psychédélique, en fait, c'est toujours cette question de est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à trouver là-dedans pour réinstaurer un rapport, par exemple, un rapport sacré au féminin, parce que là tu parles du porno, mais c'est quelque chose qui a lieu dans à peu près toutes les strates de la société occidentale en ce moment. Enfin, tout ce qui peut être exploité l'est. C'est ça, tu vois ce que je veux dire, sans hiérarchie, c'est-à-dire aujourd'hui, je pense par exemple au véganisme en fait, qui vient s'opposer au fait que tu peux acheter un morceau de poulet en barquette au même titre que du PQ ou des céréales. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que et en fait vraiment on a catégorisé ça comme un strict produit et non plus comme un être vivant qui a été abattu à destination d'être mangé. En fait, c'est un produit manufacturé. C'est un moment où la vie a perdu sa sacralité. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se reproduit effectivement dans le porno, dans tout ce que tu constates. Et la raison pour laquelle je cherche à interroger des gens un petit peu comme toi qui ont fait cette expérience-là, c'est justement pour voir si justement il n'y a pas dans cette expérience-là une capacité à remettre les choses en ordre, en fait, d'une certaine façon. Tu vois, tu parlais de l'ordre des plantes. Est-ce que nous, il n'y a pas un certain ordre qui doit être remis en place, un ordre originel, en fait, contre lequel, en fait, on va dire l'ordre financier, l'ordre, notamment, on va dire l'ordre occidental plus généralement, se met en collusion, tu vois. Si, moi, je pense que oui. Et tu vois, par exemple, justement, pour moi, le sacré, on doit le remettre effectivement pas que dans le féminin, on doit le remettre dans le masculin, surtout. Parce que finalement, j'ai envie de dire, vu que ce sont plus des industries masculines, toutes ces industries malheureusement néfastes pour l'humanité, c'est quand même des chefs d'industrie qui sont des hommes, si on regarde la réalité des choses. Et justement, pour moi, c'est les hommes qui ont perdu le sacré en eux, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à le voir quelque part. Et du coup, donc le sacré, il faut le remettre dans le masculin. Enfin, faut que les mecs aussi se re-aiment, parce que pour moi, quand tu regardes du porno comme ça et que tu en produis et que à la limite que t'en regardes, c'est pas bien, mais il y a plein de mecs qui n'ont pas conscience. Mais c'est-à-dire que pour déshumaniser déjà quelqu'un d'autre à ce point-là, c'est que déjà toi-même, pour moi, t'es mutilé psychiquement. C'est-à-dire que si t'es un être entier, si on a respecté tes émotions, si tu peux pas en fait déshumaniser quelqu'un comme ça. C'est déjà une forme de psychopathie ou de sociopathie d'en arriver là. Et de toute façon, toute cette société fonctionne comme ça. Et comme tu dis, avec le fait de manger des animaux en barquette, c'est un peu la même problématique. Mais après, dans la sexualité, moi, je me dis qu'il y a d'autres solutions. Évidemment, les psychédéliques peuvent être une solution, mais qu'il y a d'autres traditions sacrées dans la sexualité. Par exemple, le Tao, qui vient de la philosophie taoïste chinoise, qui est une philosophie sexuelle assez intéressante, où il y a l'idée du yin-yang, ça vient de chez eux, et où il y a vraiment tout un truc de conscientisation de l'acte sexuel, de bienveillance. Ils croient aux énergies sexuelles. Ça passe beaucoup par des respirations, par des techniques. Donc moi, le Tao, j'y crois assez pour essayer de rééquilibrer les choses. Il y a aussi le tantra qui peut être intéressant, mais le risque en fait aussi de ces pratiques un peu anciennes, c'est de retomber aussi dans cette idée de masculin sacré et de féminin sacré figé. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a un mouvement féminin sacré assez new age et assez gros qui se développe notamment sur Internet. Mais parfois, je trouve que on retombe justement dans, même si les archétypes existent et sont utiles, parfois
se retrouver enfermé dedans, ça peut être problématique. Et surtout, ça prend pas du tout en compte, par exemple, tout ce qui est LGBT, en fait. Par exemple, si t'es gay ou si t'es lesbienne, on est en problémos avec ces philosophies-là, quoi. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, le problème, c'est essayer pour moi, ces philosophies-là, le tantra, le tao, faut les reprendre, essayer de les moderniser pour en faire un truc qui est plus, un peu plus inclusif, quoi. Bien sûr. Ouais. Ouais, non, je vois complètement. C'est-à-dire, en gros, pour toi, finalement, le yin et le yang, c'est un modèle qui doit être. Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ce sujet-là, finalement, puisque on est dans une dualité, finalement, et le transgenre transcende d'une certaine façon cette dualité-là. Moi, je pense que, en fait, je trouve que cette dualité-là, elle existe. Donc, il y a énormément de gens qui sont hétéros et qui ont envie de jouer cette dualité-là. Mais il y a aussi des couples qui sont juste yin et yin ou yang et yang. Et en fait, c'est fine aussi, quoi. C'est juste ça, au final. C'est juste se dire que il n'y a pas... que, en fait, cette binarité, elle est très importante pour la reproduction. Mais est-ce qu'elle est importante pour l'amour? C'est pas sûr. C'est-à-dire que cette binarité du yin et du yang, en fait, il le faut absolument pour avoir un enfant sur Terre. Mais si tu veux, c'est pas si, sinon c'est pas forcément nécessaire. L'amour peut naître du yin ou du yang et du yang, et voilà, quoi. Ok, d'accord. C'est un peu comme ça que je le vois, on va dire. Bah écoute, c'est très intéressant. Est-ce que pour conclure, tu veux ajouter autre chose, soit par rapport au sujet qu'on a évoqué, ou alors, je sais pas, des choses que tu fais en ce moment dont tu voudrais parler? Non, mais il y a un truc que je voudrais juste ajouter, parce que je sais qu'on va me poser la question, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur le fait, est-ce que l'ayahuasca a amélioré mes problèmes de santé au niveau de l'intestin? D'accord. Et voilà, donc ça, j'aimerais bien juste Bonne en parler. question, oui. Vas-y. Ouais. Parce que je sais que c'est des questions qui reviennent énormément. En fait, non, l'ayahuasca. Alors, je n'ai pas eu d'amélioration au niveau vraiment physique, pour la bonne raison que l'ayahuasca, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que l'ayahuasca n'est pas une plante qui guérit les maux physiques, dans le sens où l'ayahuasca est un breuvage qui va t'aider. C'est comme une lampe de poche qui va t'aider à aller voir tous les traumatismes ou toutes les choses qui se sont pas bien passées pour toi dans la vie et où t'as créé des nœuds. Donc pour moi, ça a illuminé des nœuds, mais c'est là que les autres plantes dites maîtresses rentrent en jeu. C'est-à-dire que pour se soigner de maux physiques, c'est pour ça que un bon chaman, c'est quelqu'un qui fait pas que te donner l'ayahuasca, mais qui est aussi capable de te donner d'autres plantes, doit te donner d'autres types de plantes pour venir soigner et réparer les maux physiques. Et en fait, pour être honnête, moi, quand j'étais au Pérou, j'ai pas bien pris les autres plantes parce que justement, j'étais sceptique au début et j'avais déjà besoin de comprendre le système ayahuasca. C'est-à-dire qu'il fallait déjà que je maîtrise ce truc-là. Mais aujourd'hui, moi, j'envisage peut-être à un moment ou à un autre de refaire cette expérience et de prendre de faire une diète de plantes et de plantes destinées à la guérison des intestins de façon très précise. Mais c'est juste pour expliquer aux gens que si vous avez un problème de santé chronique, quel qu'il soit, je pense qu'il ne faut pas espérer, parce qu'il y a beaucoup de documentaires un peu mensongers et vendeurs là-dessus. Je pense que l'ayahuasca va pas vous guérir. L'ayahuasca, ça va juste être une prise de conscience gigantesque. Et ensuite, il faut faire une diète de plantes si vous avez vraiment l'ambition de soigner une problématique physique particulière, quoi. D'accord. Donc en fait, en définitive, pour toi, l'ayahuasca est plus là pour te montrer ce qui va pas, enfin essayer de dessiner un peu les chemins qui font que sur le plan psychique ou physique, en fait, tu arrives à une certaine problématique sans pour autant le régler, quoi. Le boulot, en fait, c'est à quelqu'un d'autre. Exactement. Une autre plante. Oui, et en fait, dans mon expérience, c'était assez fou parce que, en fait, j'ai pris quand même un certain nombre de plantes. Parce que là, en fait, moi, quand j'étais dans la forêt comme ça, il y avait 2 cérémonies d'ayahuasca par semaine. Le reste du temps, je faisais un peu ce que je voulais. Il y avait une petite rivière, j'allais me baigner. Et j'avais un certain nombre d'autres plantes à prendre le reste du temps. Et ces autres plantes-là, donc je les ai prises, mais je les ai pas prises hyper régulièrement. Enfin, on peut pas dire que j'ai été hyper carrée sur le truc. Mais toujours est-il que dans une des cérémonies d'ayahuasca, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais c'est-à-dire que les plantes que j'ai prises sont apparues dans ma tête. C'est-à-dire que ces plantes
sont apparues sous forme physique. C'est-à-dire qu'il y a une des plantes qui s'est révélée comme une sorte de scarabée papillon noir géant. Et j'ai compris que ce que fait cette plante, et elle me l'a montré, c'est-à-dire que la plante, à un moment, me parlait dans ma tête. C'était genre, salut, je suis la plante que tu prends tous les jours. Et t'es là, genre, ah bon, salut, ok. Et donc, voilà ce que je fais pour toi. Donc, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle nettoyait des pensées noires. Il y a une autre plante qui s'est révélée dans ma tête comme un serpent avec une tête de rose. Alors, c'était un serpent avec une tête de rose, bizarre, mais qui circulait dans mon sang pour aller comme récupérer des toxines. Donc, en fait, ces plantes-là se révèlent à toi à travers l'ayahuasca. Et donc, l'idée, c'est qu'il y aurait certaines plantes qui seraient capables d'aller... Parce qu'une fois que tu as repéré les nœuds, en fait, en toi, avec l'ayahuasca, ben, pour moi, ça les a pas dissous. C'est juste un problemos. Et donc, c'est ces plantes-là qui sont censées venir les dissoudre. Et parfois, enfin, déjà, il faut réussir à trouver la plante en question qui fait ça. Et puis, il faut qu'elle réussisse à le faire. Et parfois, les chants de la chamane, les icaros, peuvent activer une plante. Donc, c'est-à-dire que je me rappelle d'une session en particulier où elle s'est mise à chanter de façon très intense devant moi, la chamane. Et je sentais que cette plante que je voyais dans ma tête avait plus de force et de capacité de par le chant de la chamane. Donc, en fait, c'est vraiment un truc... que je comprends pas trop comment tout marche, mais ce qui est sûr, c'est que ça existe, que cette médecine est bien réelle, et que voilà, moi je pense que je l'ai pas assez expérimenté pour dire si ça marche ou si ça marche pas au final, parce que j'ai pas été jusqu'au bout de la diète, quoi. Voilà. Ok. Et donc toi, tu voudrais essayer de refaire ça dès que possible, avec, un jour en tout cas, avec Ouais. l'ensemble des plantes qui pourraient t'aider. Mais j'avais vu que, je sais pas, après, je sais pas ce que ça vaut, cette expérience-là, mais je sais pas si tu avais vu qu'il y avait un type qui avait mis dans 3 bocaux différents du riz qu'il avait cuit. Il en mettait un à qui il parlait gentiment, un autre à qui il parlait méchamment, et un dernier pot Ah oui, auquel j'avais vu ce il truc était passer. neutre, et que visiblement le riz évoluait de façon différente selon la manière par laquelle on s'adressait, quoi. Et il y avait aussi un japonais qui, je crois, avait trouvé un procédé pour figer l'eau immédiatement, Nous, ouais. et qui, selon le contexte dans lequel il figeait l'eau, c'est-à-dire s'il mettait de la musique violente, s'il mettait une photo de Hitler, ou s'il mettait une symphonie classique, en fait, l'eau prenait une forme différente au moment de sa glaciation, quoi. Et je me demande si finalement c'est pas un procédé similaire qui est appliqué par les chamans, en fait, sur l'action de la plante à l'intérieur de toi. Tu vois, est-ce que c'est pas justement qu'ils ont réussi à masteriser une forme de communication dont dans notre monde, on a juste pu constater qu'elle est là, tu vois. C'est dur à dire. Moi, ça me semble tellement. Enfin, ces gens qui sont chamans et qui ont une connaissance comme ça du monde invisible, j'arrive même pas à imaginer ce qu'ils maîtrisent en fait. Mais je voyais bien que la chamane maîtrisait clairement quelque chose. C'est-à-dire que vu que c'est quand même quelqu'un qui était capable d'orienter un peu mes tripes, je me dis, enfin, je sais pas ce qu'elle voit elle en fait. Et ce qui est compliqué un peu avec le peuple Shipibo, c'est qu'ils n'ont pas du tout la même façon de communiquer que nous, les Occidentaux. Et quand tu poses des questions un peu concrètes, je sais pas, ils répondent pas forcément de la façon dont tu aimerais qu'ils répondent. Ça peut être un peu flou, ou des fois, je me demande des fois si c'est pas tellement évident pour eux que les questions, enfin, que des questions un peu rationnelles de ma part étaient perçues comme absurdes, en fait. Tellement ce monde-là, pour eux, est tangible, en fait. Et comment est-ce que tu arrives comment est-ce qu'aujourd'hui t'arrives, si tu y arrives, en fait, Ouais. à associer la perception rationnelle que tu as eue jusqu'ici avec ce monde-là auquel tu as eu accès, comment est-ce que tu fais le lien entre les deux? Si tant est que tu arrives à en faire un. Je me dis que les deux mondes existent, en fait. Aujourd'hui, je me dis que les deux mondes existent. Je me dis surtout qu'on ne sait pas tout, en fait, qu'on sait limite voire rien. Je me dis aussi que on a dû oublier une tonne de choses parce que c'est quand même des peuples, enfin voilà, c'est des peuples premiers qui finalement n'ont jamais été déconnectés de ces choses-là, et que voilà, avec les chasses aux sorcières qu'il y a eu en Europe, etc., on a sans doute perdu
perdu tellement de connaissances. Il y a quelque chose d'affolant là-dedans. Moi, je me dis que les deux peuvent très bien cohabiter parce que c'est deux réalités du coup dont j'ai eu l'expérience et ça me pose pas tellement problème en fait. Je me dis que du coup ça me donne juste l'envie d'aller un peu explorer ces mondes-là et en même temps je suis assez rassurée parce que je me dis qu'une fois qu'on est mort de toute façon on y va donc ouais. Tôt ou tard. Ouais, c'est un des grands avantages de la mort de Lego, c'est que finalement, tu as une espèce de trailer de ce à quoi peut ressembler la suite, quoi. C'est ça. Et du coup, tu te dis, bon, finalement, il y a une suite et finalement, c'est pour ça que je me dis, même les gens qui font pas de leur vivant l'expérience psychédélique, ils vont la faire, quoi qu'il arrive. Tôt ou tard, ouais. Ils l'affrontent tôt ou tard, donc... des fois, je me demande si l'expérience psychédélique, c'est pas être un peu curieux, enfin, tu vois, un peu faire du forcing, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est un peu vouloir aller plus vite que la musique, quoi. Se dire, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je veux savoir ce qu'il y a derrière à tout prix. Après, bon, évidemment, c'est une des dernières frontières de l'humain, quoi. Donc, c'est un peu fascinant en même temps de se dire, finalement, on n'a pas tellement exploré notre cerveau ou les capacités de notre cerveau. On n'a pas tellement... voilà, on vit dans un monde si matériel que... de toute façon, c'est un sujet tellement vaste, je sais pas au final. Est-ce que tu penses que ça doit être quelque chose qui, justement, puisque tu dis qu'en fait, c'est le moment où on pousse un peu trop loin, on va un peu trop fort par rapport à quelque chose qui se manifestera, est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui devrait être exploité simplement dans des buts thérapeutiques pour des personnes qui rencontrent vraiment des blocages indissolubles dans leur vie, ou est-ce que, au contraire, c'est quelque chose qui pourrait être utilisé à des fins d'expansion de conscience, tu vois, un peu comme la citation qu'on sort à toutes les sauces, un peu pour justifier le psychédélique de Aldous Huxley, qui parle d'ouverture de la conscience dans son expérience de la mescaline, tu vois. Moi, je pense qu'on est tous très malades, en fait. Dans le sens où je pense que cette société tourne vraiment pas rond. Alors, le donner que aux gens qui sont en addiction, dépressifs, etc., oui, ça peut aider, mais pour moi, si vraiment on disait bon, allez, on fait rentrer les psychédéliques dans la société, je pense que ça a, au bout du bout, un pouvoir peut-être révolutionnaire et guérisseur pour toute la société. Enfin, moi, je suis très fan de Terence McKenna et voilà tout ce qui. Enfin, je trouve le mec est un génie absolu et justement, lui. Il avait un peu espoir que finalement, il y ait une révolution psychédélique qui change vraiment profondément la société. Et je trouve que c'est un superbe fantasme, en fait, de se dire, si tout le monde a l'expérience psychédélique, alors on sera tous amenés à changer et très rapidement. C'est pas dans 400 ans, c'est dans 10 ans, là. On enfile à tout le monde, tac, tac, tac. Oui, parce qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment par le bout de la lorgnette, la seule manière d'en parler, c'est dire, ouais, mais il y a des gens qui ont le cancer, donc ça peut les aider dans l'anxiété de la mort. Enfin, c'est globalement la seule façon acceptable de les faire rentrer dans le débat social, quoi, à l'heure actuelle. C'est simplement par ce prisme-là, et c'est ce que Terence McKenna, dont je suis aussi fan, dit, en fait, généralement, n'est pas très, très entendable, parce que notamment, c'est des gens qui n'ont pas fait cette expérience-là. Donc, en fait, on est beaucoup à être arrivé avec une forme de cynisme dans l'expérience avant de se faire totalement défoncer la gueule. Voilà, et puis revenir avec une conception qui fait que, d'un coup, ce que Terence McKenna dit, au même titre que ce qu'une religion a pu dire, etc., commence un peu à résonner. Mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. À ce stade, c'est non, mais c'est bien pour les cancéreux. Ils vont mourir dans 3 mois, donc qu'est-ce que ça peut leur foutre, tu vois? Enfin, ouais, mais ça, c'est parce que finalement, la société veut pas se dire malade. Enfin, c'est-à-dire que on préfère dire qu'il y a quelques petites personnes malades et lorsque même on peut se dire voilà le cancer, qu'est-ce que c'est? Enfin, pourquoi même les humains auraient des cancers? Qu'est-ce qu'on bouffe? Comment on se comporte? Est-ce que c'est pas le stress ambiant? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à ce type de maladie et que elles sont aussi voilà, il y en a autant, quoi. Ouais. Et au lieu de pointer en disant les gens, enfin,
telle personne est malade, peut-être qu'il faut se dire en fait notre fonctionnement on a un fonctionnement en fait humain. Enfin déjà la façon dont on fonctionne de base, c'est déjà, enfin c'est pas sain en fait d'être déconnecté de la nature comme ça. Enfin il y a rien qui va. On vit des expériences de vie extrêmement stressées et peut-être que le psychédélique a la capacité à faire un véritable shift. Mais effectivement on en est hyper loin. Et je pense que c'est pas pour demain la veille, quoi. Hein. Enfin, du moins pas en France. Bah, je crois qu'une des premières fois qu'on a parlé directement, toi et moi, on a parlé de Freud et Jung, tu sais, et Jung, je connais un peu maintenant puisque j'ai pas mal bossé sur la question. Finalement, au final, ce qu'il a l'air de dire, c'est que la névrose vient de la décorrélation du rythme naturel, d'une certaine façon. C'est de la décorrélation du rythme naturel qui a eu lieu notamment par l'industrialisation, par le confort, par la mise à distance du monde naturel au profit de la civilisation d'une part, et puis comment dire, la rationalisation du monde spirituel. Donc, par extension, son annihilation totale, puisque essayer de rationaliser la mythologie qui peut exister dans nos têtes, en fait, c'est juste la réduire à néant, ça veut dire détruire sa vie intérieure et donc, du coup, créer des trous. Et ces trous-là sont les névroses à proprement parler. Voilà. Oui, tout à fait. Et puis, je pense qu'au final, moi aujourd'hui, je me dis que les vrais religieux, c'est les gens qui prennent des psychédéliques dans le fond. Non, parce que pour moi, c'est les seuls gens qui ont vécu l'expérience religieuse, comme tu dis, prophétique, quoi. Ouais, parce que sinon, c'est de la communauté, en fait. C'est communautaire. Si tu vas à l'église au dimanche, c'est juste une attitude communautaire, un mouvement que tu fais on va dire, pour faire partie d'une communauté que véritablement avoir une expérience mystique, ouais. Et puis aussi, moi, l'expérience mystique, ça m'a fait vraiment réfléchir à quelque chose. C'est-à-dire que eux, dans la tradition Shipibo et à travers les diètes, ils apprennent à travers les plantes. Donc, ils apprennent pas la communication ne se fait pas d'humain à humain. Et nous, en fait, on est dans un mode d'apprentissage qui n'est que d'humain à humain. Donc, il faut croire un humain. Il faut toujours croire un humain. Et ça, en fait, je trouve que c'est, je sais pas, en fait, cette idée que, en fait, aujourd'hui, on apprend quoi par l'université et les livres. Et on n'a pas de. J'ai commencé à réfléchir à ce que je sais vraiment et pas ce que j'ai appris d'autres gens. C'est-à-dire, qu'est-ce que je sais vraiment, je peux en témoigner de ma propre personne, je sais que c'est vrai. Donc, je sais que j'habite dans cet appart, je sais que j'ai des pieds, je sais que mes chaussettes sont rouges, je sais. Voilà, mais il y a plein de choses dans ma vie que je crois savoir, mais en fait, je sais rien du tout. J'ai appris, j'ai lu, mais qu'est-ce que j'en sais? Est-ce que j'ai été vérifiée? Que dalle. Et l'expérience psychédélique, c'est quelque chose que finalement, ça s'intègre en toi, tu le sais. En fait, c'est pas. Et finalement, c'est tellement plus important que ce que tu as lu. Parce que, en fait, même si personne te croit, tu le sais. Et donc, ça devient. Mais de l'extérieur, ça devient de la foi. Parce que quand les gens n'ont pas vécu. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a un truc que tu sais en toi, tu es sûr de sûr. Et pourtant, ça paraît tellement absurde et ça paraît un discours d'illuminé, mais tu sais ça plus que tout ce que tu n'as jamais lu, en fait. Ouais, c'est la différence entre connaître et savoir d'une certaine façon, quoi. C'est tout le monde sait plein de trucs. On sait comment ça va fonctionner sur le plan neurologique, on va mesurer ça comme ça, mais l'expérience directe, en fait, c'est quelque chose. Mais c'est quelque chose duquel là encore une fois, c'est une décorrélation, quoi. À chaque fois, on passe par le biais, c'est le téléphone arabe de chaque personne qui transmet une information jusqu'à ce qu'à un moment, j'ai juste l'information, mais pas l'expérience de l'information, ouais. Et je trouve ça, moi, tu vois, là, j'ai créé un livre sur la sexualité féminine, donc c'est mon deuxième livre. Ouais. Et en fait, c'est quelque chose qui me... Ah, ça a coupé. Ça a coupé 2 secondes. Les gens connaîtront ton nom de famille, maintenant, c'est... Tac. Attends, je vais juste brancher une petite seconde, puisque j'ai un petit problème de... Voilà. C'est pas grave. Oui, je sais plus ce que je voulais dire, j'ai un trou de mémoire. Mince. Que tu écrivais un livre sur la sexualité, qui était ton deuxième.
Oui, et en fait, cette problématique du connaître ou du savoir, je le retrouve vachement dans l'écriture. Et en fait, quand tu écris un livre, tu te rends compte que tu vas colporter des idées que finalement, tu peux pas tout vérifier. C'est-à-dire que tu as trouvé une info dans un livre et dans un autre livre et dans un autre livre et à travers une interview d'une meuf qui a elle-même lu d'autres livres. Et finalement, des fois, je me dis, est-ce que ce que j'écris est vrai? Enfin, dans le sens où je peux pas dire que... Enfin, c'est vrai dans le sens où c'est une construction qu'on fait avec plein de gens. Et donc, c'est une idée qu'on construit avec plein de gens. Mais on peut pas dire que c'est la vérité. On peut pas dire... Enfin, et pourtant, si je respecte les règles de la citation, voilà, si je fais les choses dans les règles de l'art, on va considérer que c'est vrai. Mais des fois, il y a tellement de biais aussi quand on écrit un livre. C'est-à-dire que je lis que ce que j'ai envie de lire. Je référence que ce que j'ai envie de référencer. Donc, je trouve que l'expérience psychédélique, je pense que si j'avais pas eu l'expérience psychédélique, je me rendrais pas compte à quel point, même quand j'écris, c'est biaisé et je serais pas capable de le reconnaître autant. Je vois ce que tu veux dire. J'ai eu une expérience un petit peu similaire avec le dessin. En fait, puisqu'avant, j'ai fait une école d'art et je sais qu'à chaque fois, je voulais rentrer dans la caste des gens qui font de l'art, entre guillemets, tu vois. Et à un moment donné, j'ai lâché l'affaire pour tout un tas de raisons. Et à la suite de l'expérience psychédélique, en fait, j'avais l'impression finalement que tout ce qui était convenu d'être acceptable ou pas, tous les codes, en fait, m'étaient complètement égal, enfin tout ça m'était complètement égal et en fait j'avais plus qu'à poser ma main sur une feuille et les choses se dessinaient d'elles-mêmes. Pareil pour l'écriture ou pareil pour la musique que j'ai pu pratiquer pour un moment. Et d'un coup, en fait, j'avais l'impression que finalement, c'est un petit peu la même chose que ce que tu racontes, quoi. Il y a on travaille à travers de codes sociaux qui ont été admis comme étant la réalité au moyen de certains protocoles qui vont être le lexique, la bibliographie derrière ton bouquin, la culture musicale ou artistique si tu décides de te lancer dans ces choses-là, mais qui sont pas des choses, en fait, qui sont que des miroirs. En fait, sont que des miroirs de la chose précédente. Et là, j'ai l'impression, quelque chose un peu similaire à toi, finalement, que le psychédélique, c'est une porte d'accès vers une base de données universelle. Aussi, tu vois, que ça peut complètement avoir d'autres choses et c'est ce qui a fait à un moment donné que c'est la raison qui fait qu'à un moment donné je t'ai lancé sur Jung quand on a commencé à se parler, puisque lui décrivait l'inconscient collectif. Et ce que j'expérimentais, est-ce que tu as l'air d'expérimenter à travers quelque chose qui est tellement mythologique, qui fait tellement écho, par exemple, au christianisme, alors que tu n'es toi-même pas chrétienne, mais que tu baignes dans une société qui a une consonance chrétienne, en fait, que tu as ces icônes qui émergent en toi, enfin, tu as ces idées qui émergent en toi, et c'est peut-être finalement plus la réalité que un mec qui a un super diplôme qui a dit quelque chose, et que tu reprends à ton compte. Exactement. Ouais, exactement. Et c'est pour ça que, au final, je pense que je retournerai à un moment ou à un autre au Pérou, à la fois pour essayer d'avancer sur ce problème de santé, mais pas que, aussi pour vivre une expérience à la première personne, en fait. Pour vivre un truc où je suis sûre que je connais. Voilà. Et je trouve qu'il n'y a pas assez d'expériences qu'on fait qui résultent d'une connaissance profonde de quelque chose, quoi. Ouais, c'est vrai. Finalement, les expériences qu'on te propose la plupart du temps, c'est des expériences proposées par d'autres individus. Et là, c'est un individu qui t'y donne accès, mais finalement, l'expérience, c'est ton rapport avec un être qui n'est pas un être humain, en fait, d'une certaine façon, quoi. Et pourquoi est-ce que tu as réfléchi pour toi? Pourquoi est-ce qu'on bloque tellement là-dessus? Pourquoi est-ce qu'on bloque tellement sur le fait de laisser accès à ce rapport-là au monde qui est en dehors des clous culturels? Je pense que déjà, pour moi, un psychédélique, c'est plus une drogue. J'ai sorti ça de cette case drogue. Même la case drogue, pour moi, c'était un truc un peu... ah là là, c'était pas bien. Je sais pas comment expliquer. La société avait réussi à mettre ça dans une case dans ma tête qui était vraiment, il y a que les délinquants, les gens pas bien, etc. Donc déjà, pour moi, il a fallu que les psychédéliques, je les sorte de ça. Et donc,
moi, je pense que la grande difficulté, elle est là. C'est-à-dire que, par exemple, quand je dis que j'ai pris de l'ayahuasca, les gens me disent ah ouais, mais moi, j'ai jamais pris de drogue dans ma vie. Enfin, c'est la première réaction en fait. Ah non, mais moi, les drogues, je fais pas, tu vois. Ouais. Et j'ai envie de dire, mais en fait, c'est même. Enfin, et quelle est la différence entre une drogue et un médicament en fait. Enfin, en fait, même ces notions-là, il y a un moment quand tu commences à les questionner, ça devient la barrière devient bien floue. Et et je sais pas, enfin, je pense que déjà réussir à sortir, enfin, c'est comme le cannabis, on a réussi à le sortir de la case drogue pour en faire une sorte de médicament. C'est accepté aujourd'hui que c'est enfin, que ça peut être thérapeutique. Je pense que pour les psychédéliques, on n'y est pas encore tout à fait. Et ensuite, comme tu dis, ça va être de le sortir de la case thérapeutique pour peut-être le mettre dans un truc plus grand public. Ouais. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on décide que le psychédélique va aider à un nouveau projet de société. Et à ce moment-là, les gens vont dire, ah, mais c'est un truc de secte. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai. Moi, c'est le premier truc qu'on m'a dit quand je suis revenu de ma cérémonie d'ayahuasca, c'était t'es dans une secte maintenant. C'est ça. Ah, t'es tombé. Ouais. Bah, en fait, après, quand on y réfléchit, on se dit aussi que, enfin, pour en revenir à ce que tu disais par rapport à la drogue, en fait, moi, j'en suis arrivé à une conclusion qui est un peu similaire, c'est que, en fait, tout est psychotrope, en fait. Le café. Mais même pas, mais même des choses endogènes, même des choses qui sont pas. Il y a le café, mais enfin, je veux dire, quand moi je récupère ma fille de 2 ans qui me fait qui ouvre les bras pour que je la. Tu sais, je vois bien que mon état de conscience n'est pas le même que 2 minutes avant, tu vois. Un PV sur ma voiture, ça génère un état de conscience différent, tu vois. Enfin, j'ai un coup de fil de ta banque. Enfin, je veux dire, ce que tu as. Que tu as mangé, ce que tu as bu. Quand tu parlais de Terence McKenna tout à l'heure, à un moment donné, Terence McKenna, il avait dit un truc, c'est qu'avant la culture, il n'y avait probablement pas de différence chez les chasseurs-cueilleurs, dans la tête du chasseur-cueilleur, entre un aliment, une épice et une drogue. C'était simplement des choses que tu ingérais et qui avaient des effets différents, en fait. Et que d'une certaine façon, il y avait des communications avec tout, pas simplement avec la plante, comme les chamans dont tu parles ont l'air de le faire au travers de la diète, mais que quand tu mangeais un animal, tu mangeais l'esprit de l'animal, la force de l'animal, tu vois. Ouais, la force. Et donc, finalement, ça avait une influence sur ta façon de penser. Mais tout est... Enfin, voilà, moi, je suis arrivé à cette conclusion-là, c'est que tout est psychotrope et qu'ensuite, c'est la culture qui va définir pourquoi ça va et ça va pas, en fait. Mais je pense aussi que... Peu importe peu importe d'ailleurs ce que ça a sur le plan médical, excuse-moi. C'est-à-dire, simplement, on voit bien que l'alcool va être quelque chose de beaucoup plus toxique que l'ayahuasca, par exemple, ou les psychédéliques qui peuvent être clairement, en l'occurrence, mais que culturellement, c'est admis. Et que tu as même des villes entières qui se sont construites sur la possibilité de boire. Le pub ou le bar en est un exemple fondamental, quoi. Ouais, non, mais c'est dingue. Lorsqu'il y a finalement beaucoup plus de morts par le biais de l'alcool que par le biais de certains psychédéliques, quoi. Quand on regarde les résultats, au final, c'est des substances qui semblent beaucoup plus violentes, quoi. Et beaucoup plus néfastes sur le long terme. Ouais. Mais je sais pas si un jour... Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'en France, on est quand même aussi peu de gens à en parler au final. Mais c'est pour ça que je voulais t'interviewer. Non, mais c'est vrai, on est peu à en parler. C'est quand même assez... Enfin, je sais pas, c'est assez étonnant. Bon, il y a quelques chaînes YouTube, mais ça reste anecdotique. Il n'y a pas de débat public là-dessus. Je sais pas. Et puis c'est toujours un visage couvert. Hein. Tu parlais des chaînes YouTube, tu as genre Psychosmos ou Drug Station, c'est toujours des gens qui sont anonymes, quoi. Ouais, bah les gens ont peur. Clairement, je vois pas pourquoi les gens ont si peur, dans le sens où il y a des pays où, voilà, tant qu'on le fait pas en France, en France c'est complètement illégal, mais je veux dire en Espagne, au Portugal ça l'est pas, en Hollande ça l'est pas, au Pérou ça l'est pas, donc en fait on n'est pas dans l'illégalité partout quand on veut faire ça, quoi. Bah ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc, je crois qu'il paraît qu'Amélie Nothomb avait voulu à un moment donné écrire un bouquin sur l'ayahuasca et je crois qu'elle a eu un refus net de son éditeur. Alors, c'est un racontard, j'ai aucune idée j'ai pas pu vérifier l'info, mais de ce que j'ai entendu, de ce qu'on m'a rapporté sur la question, c'est qu'on disait non, mais tu t'écris un bouquin là-dessus, tu vas passer pour un taré. Enfin, pour une tarée.
Et, Par contre, il y a une vidéo d'elle en ligne, vu qu'elle est partie faire une retraite à The Temple of Light, qui est donc à Iquitos au Pérou. Il y a une vidéo de son trip, enfin de son après ayahuasca. On peut ouais. trouver en ligne. Ouais, j'ai vu Donc, ça, mais c'est quand même bien peu de choses au regard de ce qu'elle a l'air déjà de ce qu'elle produit oui, en termes d'écriture. Et voilà, tu as juste une vidéo d'elle où elle raconte un truc et c'est tout en fait, quoi. ouais, c'est tout. Ouais, c'est étonnant que peut-être qu'elle a pas. Enfin, ça m'étonnerait quand même qu'on la censure au stade de popularité où elle est, mais bon, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est vrai que j'avais l'impression, moi, ma première expérience, moi, je suis revenu en me disant, mais attends, toute ma vie, on m'a caché qu'il y avait ça en fait. Oui, mais Genre, c'est vrai, oui, il y a une sorte de réaction comme ça où tu te dis, mais c'est pas possible. Comment c'est possible que les gens sachent pas? Faut qu'ils sachent. En fait, ça demande ça donne envie un peu. C'est horrible d'être prosélyte comme dans les religions un peu. oui. Tu sais, cette énergie prosélytiste. Tu vas dire, hey, mais attends, tu sais pas, j'ai appris un truc de ouf. Ouais, Faut bien que tu sûr, bien essayes. sûr. Il y a ce truc-là où oui, ça paraît absolument dingue que la plupart de l'humanité passe à côté, quoi. Il y a un truc qui sonne bizarre, quoi, quand on a l'expérience, ouais. Et puis toi, tu reviens tellement enthousiaste que tu commences à en parler à tout le monde. Il faut que tu le fasses, il faut que tu prennes de la drogue. Donc du coup, les gens te regardent encore plus bizarrement, ils reculent encore plus, et puis tu restes encore plus dans ta case de mec ou de nana bizarre en train de faire des trucs bizarres. Bah ouais, bien sûr. Mais ouais, je sais pas, c'est tout un travail, à mon avis, de sensibilisation qui peut se faire à partir du moment où les gens veulent en parler. Mais encore faut-il que les gens veuillent bien en parler et que ce soit pas, enfin que ce soit à visage découvert. Enfin, c'est le grand truc. Hein. Donc Bah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas, pour l'instant, on n'a même pas enfin, en fait, ce qu'il faudrait, faudrait qu'il y ait un personnage un peu politique qui s'empare de la question, en fait, pour que les choses avancent. c'est Qu'il y ça. ait une sorte de, et puis il n'y a même pas un représentant, enfin, on n'a même pas quelqu'un qui culturellement représente cette lutte, en fait, Mm. et ce combat pour l'acceptation. Enfin, en France, j'arrive pas à mettre une tête là-dessus, quoi. En Ah France, si, il on y a a pas. Olivier Chambon un peu. Il y a le Ouais, mais médecin, le alors, psy. mais Olivier Chambon, alors moi j'ai rien contre, enfin j'ai aucun problème. Je trouve que j'ai jamais entendu quoi qu'ils disent qui m'est semblé complètement incohérent par rapport à ce qu'on dit généralement des psychédéliques. Mais j'ai l'impression qu'il est décrié par, enfin, il se met pas mal en porte-à-faux avec d'autres qui l'accusent d'être un peu, enfin d'avoir la citation un peu légère ou de pas trop sourcer. Enfin, je sais pas. Enfin, il Moi, a je sais l'air. pas, je l'ai écouté une fois dans une conférence. Je l'ai trouvé bon. Tu vois, j'ai trouvé qu'il était très intéressant comme type. Après, bon, il est sans doute critiqué, et puis de toute façon, il est critiqué Hmm. par les psys, etc. Parce que c'est un des seuls, enfin, je veux dire, un des seuls médecins, c'est un vrai médecin qui a décidé d'orienter sa carrière vers, voilà, vers à la fois les psychédéliques, les expériences chamaniques, les expériences de mort imminente. Donc, il est déjà dans une sorte de niche. Donc, il se fait forcément énormément critiquer. Mais je trouve que c'est un des seuls, enfin, disons que quand je pense à enfin voilà à quelqu'un qui milite un peu, c'est une des seules personnes en France auxquelles j'arrive à penser, quoi, ce qui est Ouais, pas non, c'est mal. vrai. Enfin, je crois que quand on regarde son œuvre en termes d'écriture, j'ai l'impression que, je sais pas, il en a pondu des livres là-dessus, quoi, que il essaye vraiment de faire en sorte que ça existe dans le paysage médiatique français au minimum, quoi. Après, il y a aussi il y a aussi comment ça s'appelle, ah non, j'ai un trou de mémoire. Il y a un autre média aussi qui en parle de temps en temps. Ah bah je sais pas, je le trouve plus. Français? Voilà. Oui. Euh... Brain Magazine? Non, j'ai un trou de mémoire. Je suis très très mauvaise avec les noms. Si ça me Alors, j'ai eu revient, ma mère ce matin au téléphone qui m'a dit que Paris Match était en train de sortir un papier sur la psilocybine ou un truc comme ça, mais je suis pas sûr que tu fasses allusion à Paris Match. Non, non, Euh, clairement pas. non, mais ouais, non, je sais pas. C'est vrai que j'ai l'impression. Mais après, j'ai pas du tout. Enfin, l'idée, c'est pas du tout Moi, je remets pas du tout en question Olivier Chambon. Jusqu'ici, à chaque fois que j'ai entendu un truc de sa part, ça avait l'air de faire sens, c'était construit, et c'est le genre effectivement de personnes dont on a besoin pour parler un petit peu de la chose. Mais je sais pas, j'avais vu passer une circulaire d'un mec qui avait rédigé un truc où il le bâchait complètement. Donc, enfin bon, voilà, tout ceci est assez anecdotique. Mais ouais, c'est vrai qu'on manque de personnes pour, Pour pour incarner parler de cette ça, ouais. expérience.
C'est vrai. Bah, j'espère qu'il y aura d'autres gens qui, Bah qui déjà, oseront. déjà tu commences, hein. Je vais essayer Bah, de. voilà. Moi, j'aimerais bien faire parler un maximum de personnes sur la question. Donc voilà, tous les gens qui peuvent avoir un avis construit sur la chose. C'est très important d'avoir un avis construit, en fait, pour Oui. justement essayer d'éviter de tomber dans les écueils classiques de mec, tu restes perché, tu fais partie d'une secte, etc. Bah, en fait, le problème un peu en France, j'ai l'impression que les psychédéliques, c'est complètement associé à la free party et au délire Teknival, Oui, en c'est fait. ça. C'est ça. Ce n'est pas sorti de j'ai des dreadlocks, j'ai un chien et je vais au Teknival de je sais pas trop quoi de où au mois de mai, quoi. C'est Ouais. un peu cette idée-là. Enfin, ça peut être ça, mais c'est pas que ça, quoi. Oui, oui, Mais c'est ça. C'est ça. Mais c'est vrai que ça reste un petit peu cantonné à ce truc-là. Maintenant, est-ce que la thérapie va pouvoir faire évoluer les choses? Est-ce que bah, moi, je l'approche me suis posé thérapeutique? moi, je me suis posé une question parce que je me dis, là, en temps de coronavirus, les gens ne peuvent pas trop voyager. Et donc, je me suis Je demandé s'il vois n'y où tu avait veux pas en une venir. sorte d'explosion souterraine de voyage par ce biais-là, qui sont les psychédéliques, parce que là, les mouvements sont limités. Et je me demande même si ce serait pas intéressant. Bon, évidemment, les pouvoirs publics ne vont jamais dire ça, mais euh, enfin, je sais pas, tu vois, quand on est bloqué physiquement, comment voyager dans l'esprit pour aller bien, quoi. Et ça peut être bah, une façon, quoi. Bah, moi, j'avais un petit peu la même idée, si tu veux, par rapport au coronavirus, mais en me disant que, enfin, l'idée, c'était plutôt que le coronavirus était probablement la résultante d'une organisation sociale qui faisait qu'il y avait une propagation virale probablement plus importante de ce que j'ai compris. Par exemple, le coronavirus, je ne veux pas me lancer dans des théories que je ne vais pas maîtriser, mais il semblerait que la déforestation et la culture massive Mm, d'animaux à des fins alimentaires, en fait, favorisent les chances de propagation virale. En fait, bien et je me sûr. disais, bah, du coup, en fait, par extension, ça veut dire que c'est l'organisation sociale qui fait ça. Et je me disais, est-ce Créer que le problème. justement le psychédélique, lui, ne permet pas justement d'une part, effectivement, peut-être quand on peut pas faire autre chose, de voyager à l'intérieur, mais aussi Ouais, de peut-être prendre un petit peu de distance vis-à-vis de la situation dans laquelle on se trouve pour la regarder sous un autre prisme, quoi. bien sûr. D'ailleurs, je pense Si, que c'est si, ça, finalement, la thérapie psychédélique, au final, c'est ça, c'est regarder les choses sous un autre angle, quoi. ouais, exactement. 100% d'accord. Bon, bah, c'est cool alors. Ok. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Est-ce que Non, je crois que j'ai à peu près, voilà, je crois que j'ai à peu près raconté mon expérience. Après, je suis clairement pas une professionnelle de ce domaine. J'ai pas un million d'expériences non plus, mais l'expérience que j'ai vécue pour moi a été très marquante. Et puis voilà quoi. eh ben, écoute, je te remercie beaucoup de l'avoir partagé. Ah ben de rien, de rien, de rien. Merci Dora. Ben de rien. Au revoir. Salut.